Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je vais m'auto-présenter pour cette conférence. Une conférence de science, hein, vous avez compris qu'il y aura de la physique, hein, on n'est pas là pour rigoler. Bon, on va quand même rigoler un peu parce qu'on va utiliser un support un peu iconoclaste qui se trouve être les films de Star Wars ou les idées qu'on voit dans Star Wars pour parler de physique. Alors, il y aurait 1000 choses à dire sur Star Wars. Il y a énormément d'éléments de sciences, de physique, pas que de physique, de biologie, un peu de chimie, mais beaucoup de biologie aussi. Il y aurait 1000 choses à dire. J'ai évidemment pas le temps de tout dire. La conférence complète, je pense qu'elle ferait 6 ou 7 heures si on voulait dire plein de trucs. Donc là, on va faire juste une heure, enfin, genre une heure. Donc, je vais évoquer des choses. Et puis, je vais aussi évoquer ce que ça permet de faire, d'utiliser la science-fiction, de parler de physique, parce que je suis plutôt physicien, mais de parler de science en général à propos d'une œuvre de science-fiction, ce que ça permet de faire, en plus d'apprendre des choses sur le film, bien sûr, mais aussi d'apprendre des choses sur les sciences, et en l'occurrence sur la physique. Donc je vais élaborer sur ça, vous allez voir, on va passer sans doute un quart d'heure, 20 minutes sur la première image, et donc on ne va pas voir des milliards d'extraits de Star Wars, on va faire des trucs marrants, enfin on verra bien, et on va parler évidemment des thèmes qui sont emblématiques de Star Wars. Le premier, évidemment, c'est la Force. On va parler des Jedi, et on va essayer de classer les Jedi, qui c'est le plus fort. Ah ouais, ça veut dire quoi le plus fort? Alors vous avez votre idée sur la question, évidemment, j'imagine. Mais comment on peut les classer et on va faire un classement non pas qualitatif, lui il est plus fort que lui, ou elle est plus fort que lui. On va un classement quantitatif. Elle fait 250 quelque chose et lui il fait 122 quelque chose. Voilà, donc on aura des nombres, il faudra trouver quel nombre et comment on fait ça. Et puis j'évoquerai une ou deux planètes de Star Wars, qui a énormément de choses à dire sur les planètes de ces films de science-fiction en général, mais de Star Wars en particulier, puisqu'il y en a un grand nombre et il y a quelques petites choses à dire. Ça évoque des choses dans le réel. Et donc on va aussi faire finalement une enquête, vous allez voir, ça sera pas tellement ça marche pas. Est-ce que ce qu'on voit dans Star Wars est vrai ou pas? La réponse est c'est pas vrai. Bon, déjà, il y a marqué science-fiction, enfin bon, on s'en fout, donc c'est pas l'objectif de la soirée. Et puis ce serait faire un peu une sorte de censure, pas de censure, mais de se poser comme un scientifique et dire là c'est bien, là c'est pas bien. Ce film il est bien parce que la science-fiction, parce que la science est bien traitée, ce film il est nul. Non, les films en général au cinéma ou de science-fiction en particulier, leur qualité sont pas liées à la qualité de la science telle qu'ils la présentent. Star Wars c'est mauvais, bon c'est clair, mais on s'en fout, c'est pas le point. C'est ce qu'on peut dire à son propos qui va nous intéresser. Alors on va commencer directement in media res, je veux dire par la force. Alors je fais l'hypothèse que vous connaissez Star Wars quand même. Qui n'a jamais vu de film de Star Wars? C'est pas grave. On vit très bien sans ça. Mais est-ce que malgré tout, tu ignores ce qu'est la force? Oui, tu supposes. Tu en as entendu parler, c'est ça que je veux dire. Alors, donc, ça c'est pour ça que j'utilise Star Wars en particulier, parce que ce sont des films qui sont si connus que pratiquement tout le monde en a vu au moins un épisode, et que de toute façon, même si on ne les a pas vus, alors on en a un peu entendu parler, ou même beaucoup entendu parler, et du coup, on a une vague idée de ce qui s'y passe, ou plutôt des éléments qui s'y passent. Inutile de connaître l'histoire des films pour suivre la conférence, ça n'a aucune espèce d'importance. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir un peu des éléments, disons, culturels de Star Wars. Donc la force, c'est ce pouvoir que possèdent des Jedi, des chevaliers, une catégorie particulière de personnages qui ont la capacité à maîtriser la force avec un grand F. Il y a des gentils et des méchants, et à la fin, c'est les gentils qui gagnent. Voilà, ça c'est le résumé de l'histoire, donc elle n'est pas très intéressante. En revanche, la force, c'est une chose intéressante, c'est un pouvoir particulier qu'ont les Jedi, et voilà ce que nous dit Obi-Wan Kenobi, un Jedi gentil, qui nous dit voilà ce qu'est la force. C'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, il nous entoure, il nous pénètre, il lie la galaxie tout entière. Alors quand on a une phrase comme ça, et qu'on est scientifique, on se dit waouh, quel bullshit. Évidemment, parce que le contexte s'y prête. Il y a un type, enfin un peu comme ça, mais avec une tête de gentil. Donc lui, il a une tête, on ne voit pas bien, mais il a une tête de méchant. Il a une espèce de truc à capuche. C'est un ordre mystérieux des Jedi qui a disparu. Ça, les Jedi, et puis il explique à un noob, il lui dit c'est quoi la force? Il dit c'est un champ d'énergie. Bon. Donc l'ambiance, dans un film de science-fiction, ne se prête pas à dire que cette phrase a une quelconque pertinence scientifique. Néanmoins, on peut essayer de lui donner un sens scientifique, parce qu'après tout, dans cette phrase, il y a des mots qui relèvent de la science. On prend le mot galaxie. Une galaxie, en astrophysique, c'est une collection d'étoiles, un ensemble d'étoiles. Typiquement, notre galaxie, la Voie lactée, 150 milliards d'étoiles qui sont liées entre elles par leur propre gravité. Il y a du gaz et d'autres choses, mais disons essentiellement pour la partie lumineuse, c'est des étoiles et du gaz. Donc galaxie, c'est un mot de la science. Champ, c'est un mot scientifique. Bon, on pense au champ de blé. Bon, ça d'accord, c'est de l'agriculture ou de l'agroécologie, mais il y a aussi le champ électrique, le champ
magnétique ou le champ de gravitation. Voilà le mot champ qui est utilisé aussi en physique. Je n'ai pas épilogué longuement sur la notion de champ, qui est une notion extrêmement importante en physique et qui émerge au 19e siècle. Énergie, ça relève de la physique aussi. C'est un mot, on peut dire, ce matin, j'ai la patate, je suis plein d'énergie. Tiens, prends ces céréales, tu auras de l'énergie. Voilà. Bon, on comprend que l'énergie, c'est quelque chose qui vous donne une dynamique, un allant, ça c'est pour le langage quotidien, mais en physique, l'énergie, ça a une définition particulière. L'énergie, ça mesure la capacité d'un système à faire des transformations, à fabriquer des choses, à les détruire, à les construire, à les chauffer, à les refroidir, à les éclairer, à faire ce qu'on veut. Dès qu'on fait quelque chose sur la matière, en physique, ça met en jeu une certaine quantité d'énergie. Donc la force est un champ d'énergie. Un champ, ça veut dire qu'il y en a partout, en tout point et en tout temps. D'énergie, donc on pioche dedans, alors là ça reste mystérieux, on pioche dedans et on fait des trucs, et c'est ce que font les Jedi, ils piochent dans la force et ils font des trucs, et qui est créé par les êtres vivants. Bon, être vivant, ça relève de la biologie, c'est pas un mot technique, mais ça évoque la biologie. Il nous entoure-pénètre, il y a la galaxie. Donc c'est une des phrases qui font scientifique, c'est ça aussi la science-fiction. La science-fiction, on sait que c'est faux, il y a marqué science-fiction. C'est écrit dès le titre. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est faux par définition d'une certaine façon. C'est dans dans la fiction, dans l'invention par définition, mais ça veut faire vrai. Ça veut que le spectateur et la spectatrice puissent suspendre leur incrédulité. Vous êtes incrédule, je le sais. Vous ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Enfin, en tout cas, faites attention à ce qu'on vous raconte. Et l'incrédulité, c'est important. Ça permet de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Oh, c'est bizarre. On réfléchit un petit peu, puis on se demande si c'est pertinent ce qui a été dit, si c'est vrai ou faux. Est-ce que je peux apprendre des choses? Et donc, on veut que vous suspendiez votre incrédulité, que vous croyiez à ce qui se passe. Et donc, il faut que ça ait l'air plausible. Il faut que ça colle, que ce ne soit pas n'importe quoi. Et que si c'est n'importe quoi, au sens, si c'est pas comme les lois de notre monde, il faut que ça soit cohérent. Par exemple, je prends Harry Potter. C'est tout faux. Alors là, Harry Potter, c'est de la magie. Donc là, pour le coup, c'est explicitement de la bouse du point de vue de la science. C'est juste rien. Ça n'existe pas. Mais c'est cohérent. Et cette cohérence fait que vous pouvez dire, OK, il y a des règles dans ce monde, je les accepte et je suis le film. Mais s'il y avait des ruptures dans ces règles, une incohérence, votre incrédulité sauterait, vous direz, ah ben, quel monde merdique, c'est de la magie, on voit bien que c'est n'importe quoi. Mais si vous acceptez et qu'on vous tire bien, qu'on vous entraîne bien, ça se passe bien. Donc la science-fiction, elle veut faire pareil, elle veut que ça soit cohérent et elle utilise pour ça des éléments qui sont à la fois des images qui veulent faire vrai, des belles images. Alors avec les effets spéciaux maintenant, on sait faire des choses tout à fait extraordinaires qui peuvent être même presque indiscernables d'images réelles. Et puis il y a le vocabulaire aussi qui sert. Donc là, on vous dit, voilà, la force, c'est ça. On appelle ça la force. Et puis on donne une définition qui a l'air scientifique, même si on se rend bien compte que le contexte ne l'est pas. Alors néanmoins, comme scientifique, en voyant ça, on peut se dire, bon quand même, est-ce qu'on peut essayer de donner si ceci, c'est du rétro-engineering finalement, ceci est la réponse, quelle est la question? Alors, la question c'est, qu'est-ce que la force? Ça c'est dans le film. Mais dans le réel, si on était dans un cours de physique, est-ce qu'il y a une question qui pourrait être posée dans un cours de physique où ceci serait, disons, une réponse pas complètement ridicule? La réponse est oui. La question serait, qu'est-ce que la gravitation? La gravitation, c'est bien ce qui lie le gaz et les étoiles d'une galaxie. La gravitation, c'est un champ. On parle de champ de pesanteur ou de champ de gravité. La gravitation, c'est un champ d'énergie. Il y a de l'énergie dans la gravité. Quand on se casse la figure, spontanément, on est en mouvement sous l'effet de la pesanteur, on acquiert de la vitesse et quand on frappe le sol, ça fait mal. Mais l'eau qui coule du sommet des montagnes spontanément, sous l'effet de son poids, acquiert un mouvement qui l'amène jusqu'aux océans. Et au lieu de la laisser couler bêtement, on peut parfois mettre un machin qui tourne dans l'eau, qu'on appelle une turbine. La turbine, elle entraîne un alternateur qui transforme la rotation en électricité. Et on a de la production, comme on dit, de la transformation d'une forme d'énergie qui est la gravitation en une autre forme qui est l'électricité. Et donc, par ce convertisseur-là, par les usines hydroélectriques, on convertit la chute de l'eau, parce que c'est ça dont il est question, la chute de l'eau sous l'effet de la gravité de la Terre, la chute de l'eau en électricité. Donc, il y a, on peut dire, de l'énergie, on peut se convaincre comme ça, si on n'a pas fait d'études de physique. Pour ceux qui ont fait de la physique, vous avez fait de la physique. Voilà. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, ça vous parle. Et donc, vous auriez dit, évidemment, la gravitation, c'est un champ d'énergie. On parle d'énergie potentielle de pesanteur. Mais même sans ça, de manière assez générale, il y a de l'énergie. On peut extraire de l'énergie ou convertir l'énergie gravitationnelle en énergie électrique, par exemple. Donc, la gravitation, c'est un champ d'énergie, ça lie les galaxies, c'est créé par les êtres vivants.
vous créez un champ de pesanteur, pas terrible, hein, je suis horré de vous le dire. Les plus massifs créent un champ légèrement plus important que les moins massifs d'entre vous, mais en général assez minable, parce que vous n'êtes pas très massif par rapport à la Terre. Toute matière crée un champ de pesanteur, donc cette phrase-là, elle est un peu limitative. Il n'y a pas que les êtres vivants qui créent des champs de pesanteur. Ou dit autrement, il faudrait beaucoup d'extraterrestres obèses pour lier la galaxie qui fait 150 milliards de masse solaire. Donc voilà, il nous entoure, la gravitation nous entoure, il y en a pas, il y en a ici, il y en a là, il y en a... dans mon corps il y en a aussi, dans mon estomac il y a de la gravité, d'ailleurs on se rend compte que ma bouche est au-dessus de l'estomac, hein, comme ça quand j'avale, ça va dans le bon sens. Alors l'œsophage est un muscle qui aide à descendre, on peut manger même en impesanteur, quand on est en orbite autour de la Terre, même quand la gravité semble avoir disparu, mais en fait vous pouvez essayer de faire le cochon pendu, pour ceux qui ont encore l'âge de faire ça, et d'avaler un truc, vous allez voir c'est pas facile. Là, quand la bouche elle est en dessous de l'estomac, c'est plus compliqué. Alors la bouche elle est au-dessus de l'estomac, mais ça tombe, et la gravité, il y en a dans mon estomac aussi. Je peux me rendre compte, disons, essayer de me faire une idée qu'il y en a dedans. Je peux aussi introduire une sonde qui mesure le champ de pesanteur, un accéléromètre dans mon estomac, vous avalez un téléphone portable avec Fifox dedans, un logiciel qui fait des mesures de gravitation, enfin d'accélération, et puis vous transmettez par Bluetooth ce que mesure le téléphone portable que vous avalez sur un autre truc à côté, et vous mesurez qu'il y a bien 1 G, une gravitation terrestre dans votre estomac aussi. C'est une façon un peu brutale de vérifier que ça marche. Bref. Ceci est la réponse à une réponse pas terrible quand même. Hein, parce qu'honnêtement, si en examen de licence de physique, le professeur vous demande « Qu'est-ce que la gravitation ?» et que l'étudiant répond « Ça », alors qu'est-ce que vous faites comme professeur de physique? Vous n'allez pas lui mettre 20, comme il ne faut pas déconner. On pourrait faire mieux. On ne peut pas lui mettre 0 non plus, parce qu'il a un effort manifeste. Ce n'est pas complètement ridicule comme réponse. Et on peut lui mettre quelques points, parce que quand même, il connaît Star Wars, et que malgré tout, ces phrases-là évoquent la gravitation. Ce n'est pas sans rapport avec la gravitation réelle. Donc ceci pourrait être la gravitation. Vous voyez, même en dépit du fait que dans le film, on sent bien que ça n'a rien à voir avec les sciences, on peut quand même donner un sens scientifique à ces phrases. Et que la force soit la gravitation, manipuler la force, ça voudrait dire manipuler la gravité, on le constate dans le film. De temps en temps, pour ceux qui ont vu les films, que font les Jedi? Il y en a un qui s'entraîne en soulevant, on va le voir tout à l'heure, il soulève des trucs, il ne les regarde pas, et hop là, les caisses, elles se soulèvent toutes seules. C'est fort ça. En général, on touche les trucs pour les soulever. Et puis, ils se battent avec leur sabre laser, il perd son sabre laser qui vole à l'horizon, hop là, il est là-bas, il tend sa main, vous vous rappelez ces scènes? Il tend sa main vers le sabre laser et hop, le sabre laser arrive dans sa main. Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Si le Jedi, si la force, c'est la gravitation, manipuler la force et manipuler la gravité, il est capable, sous un objet, d'annuler ou même d'inverser la gravitation. Et quand le sabre laser est posé là-bas, il décide que la gravité est dirigée comme ça vers lui, et le sabre laser tombe vers lui. Comme quand je prends un objet que je le lâche, il tombe vers la Terre. Le sabre laser tombe vers lui, il le prend au passage et hop, c'est reparti. Ou quand il regarde un objet, il regarde le robot, il annule le champ de pesanteur, il l'inverse, il dit que maintenant le champ de pesanteur sous le robot, il est comme ça, ben, le robot tombe vers ce qui est pour lui le bas, dans cette direction-là. Parce que c'est ça le bas. Hein. Je rappelle quand même la définition du bas. Le bas, c'est quoi? Alors les naïfs pourraient dire c'est là où il y a mes pieds. Alors il faut imaginer, vous parlez d'abord à un extraterrestre pour que ce soit amusant. Vous parlez à un extraterrestre. Il vous dit, toi humain, explique-moi ce qu'est le bas. Tu lui dis, c'est là où il y a mes pieds. Il dit, je ne sais même pas ce que c'est des pieds. Effectivement, cet extraterrestre, c'est une boule de poils qui roule par terre. Donc la notion de pied, il ne sait pas ce que c'est. Ah oui, alors je vais t'expliquer, c'est là où il y a le sol. Alors l'extraterrestre vous répond, moi je ne sais pas ce qu'est le sol, parce que cet extraterrestre, c'est une baleine géante, flottante, dans une géante gazeuse comme Jupiter. Il n'y a pas de sol, il ne voit pas le sol. Donc la notion de sol lui est étrangère. Je dis ça, est-ce qu'on peut définir le bas de façon universelle, sans faire référence à la Terre, à nous, à quoi? Vous voyez, ça rigole pas, la physique. En imaginant qu'on parle à l'extraterrestre. Eh bien, tu dis à l'extraterrestre, tu prends un truc avec ton tentacule, tu te démerdes, tu prends un truc, n'importe quoi, tu le tiens devant toi et tu le lâches sans vitesse initiale, sans le projeter, tu le lâches comme ça, il était fixe par rapport à tu le lâches. Ce truc va aller spontanément dans une direction, il va tomber. Nous, les humains, on appelle ça le bas. Et puis, l'opposé, on appelle ça le haut. Voilà comment on définit le haut et le bas. Alors, si l'extraterrestre vous répond « J'ai lâché le truc comme tu m'as dit et ça bouge pas », il reste devant moi. Il dit « Putain, t'es vraiment un casse-bonbon. Tu es en orbite autour de ta planète, saligo d'extraterrestre, ou tu vois là. » Donc, ça peut arriver aussi qu'en impesanteur, en orbite autour de la Terre, on tient un objet, on le lâche, mais il reste devant, quoi. Il ne tombe pas. La gravité semble avoir disparu. Il ne tombe pas par rapport à vous. Plus exactement, vous et lui,
vous et l'objet, vous tombez en même temps, de la même façon vers la Terre. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il ne bouge pas. Bref, au final, les Jedi semblent manipuler la force, et il y a des éléments du film qui semblent converger vers ça. La définition plausible de la gravité, mais pas extraordinaire, et puis des éléments du film. Alors qu'en même temps, quand on voit ce qu'il y a en bas, là on se dit, non, c'est pas la gravité, là. Là, l'empereur qui est là, un méchant Jedi, il utilise la force, manifestement, pas pour ses vertus gravitationnelles, mais pour des vertus, appelons ça, électrostatiques. Il crée un courant électrique, il rend l'air conducteur, l'air qui est un isolant habituellement, il le rend conducteur et ça fait un grand éclair qui électrise Skywalker. On ne voit pas là, Skywalker est à gauche. Skywalker, il ne veut pas devenir du côté méchant, du côté obscur de la force, et l'autre, il dit, tu vas mourir. Et il électrise. Il veut le tuer avec de l'électricité. Donc ça, l'empereur qui fait ça, évidemment, on a du mal à croire qu'il s'agit de gravitation, là pour le coup. Donc notre explication d'avant, elle marche pas bien, mais en même temps, donc la force reste mystérieuse. Mais là, cette chose-là, elle est parfaitement possible. Alors, j'oublie le détail de comment est convertie de la force en électricité. Ça, c'est une machine que je ne connais pas. Je ne sais même pas donc du coup ce qu'est la force. Mais en revanche, on sait faire des éclairs, quoi, facilement, avec un humain qui tient des trucs dans la main. Au Palais des Découvertes, il y a quelques années, quand il était encore ouvert, il va rouvrir sans doute cette année, il y avait et il y aura cette salle d'électrostatique où on fait monter sur une électrode portée à 300 000 volts de différence de potentiel avec le sol, on fait monter quelqu'un qui a des cheveux, donc moi jamais, vous peut-être, vous, ouais, ça va, les plus anciens, il y en a qui peuvent encore jouer, mais vous avez toutes vos chances, alors que moi c'est zéro chance. On monte et la personne devient chargée électriquement, avec des charges électriques de même signe, et puis ça repousse ses cheveux, les charges électriques de même signe se repoussent. Alors vous, ça serait spectaculaire, vous auriez, ça fait une ambiance. Alors la jeune fille qui fait ça en général, c'est très curieux parce qu'on lui demande de secouer sa tête, alors les cheveux font là, alors c'est très bizarre, tout le monde ricane évidemment dans la salle, ça fait un effet un peu spectaculaire. Après, on lui demande de prendre ce bâton métallique pointu, elle le tend, ça fait une petite aigrette, et puis quand le médiateur scientifique approche un autre bâton métallique pointu, quand ils sont assez proches, ça fait un éclair entre les deux, puis l'éclair se répète, clac, clac, ça claque régulièrement, c'est très impressionnant. Là, on ne voit pas un éclair, on voit plutôt plusieurs éclairs qui se sont superposés pendant le temps de pause de l'appareil photo. De l'appareil photo. Et donc, ce que fait l'empereur, il n'y a aucun problème, ça marche, il y a zéro problème. Sauf qu'il utilise la force, ça c'est la partie mystérieuse. Mais en gros, il peut aussi prendre un câble électrique, se le brancher dans le dos, d'une façon ou d'une autre, et vas-y, il envoie avec ses doigts, il envoie les éclairs. Ça peut marcher. C'est pas sans conséquences éventuellement physiques, mais ça peut marcher. Il pourrait d'ailleurs éviter les conséquences physiques, parce que finalement, la jeune fille qui est là, vous voyez qu'elle tient le bâton métallique. Le bâton métallique, il n'est pas tout seul. Regardez, il y a un câble qui le relie à la rambarde, qui lui relie à l'électrode. Donc le courant électrique, les électrons préfèrent passer dans le meilleur conducteur, le métal. Puis l'air, qui est un isolant, et il passe quand même dans l'air. Alors pourquoi il passe dans l'air? Parce que la jeune fille, évidemment, elle est isolée du sol, par le support sur lequel elle repose, par les grandes colonnes de céramique qui sont en dessous, qui la soulèvent, mais qui en même temps l'isolent du sol. Donc le courant électrique passe dans l'air, pareil pour l'empereur, il n'y a aucun problème. L'empereur, ça passe dans l'air. Il pourrait avoir peut-être... D'abord, il a les doigts comme ça c'est une très bonne position. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Il les doit comme ça parce qu'on sait que les champs électriques sont plus intenses. On sait, c'est la calcul de la physique qui vous dit ça, que les champs électriques sont plus intenses au voisinage des conducteurs de petits rayons de courbure. Ça veut dire des pointes. On appelle ça le pouvoir des pointes en électrostatique. C'est pour ça que les paratonnerres, par exemple, sont pointus. Et que quand on ne veut pas qu'il y ait de décharge ou d'éclair, par exemple dans des systèmes électriques importants, chez EDF, on met pas des coins. On met des machins ronds avec des grandes rondeurs, des grands rayons de courbure pour que le champ électrique soit aussi petit que possible, en dépit de la grande tension à laquelle est mise l'engin, de sorte que ça ne crée pas un éclair. Le gars rentre dans la salle et boum, il est foudroyé par un éclair. Il faut qu'il puisse rentrer sans mourir. On peut aussi les couvrir d'une résille métallique. L'empereur, alors on ne la voit pas là, il pourrait être couvert d'une résille métallique et ça passe sur la résille plutôt que dans son corps. Alors la question qui est intéressante maintenant, une fois qu'on a compris que disons, ça peut se faire, c'est l'empereur combien de volts? Je vous laisse une heure. Là, c'est l'exercice. Combien de volts? Alors pour ça, il faut savoir une chose, deux choses en fait. Il faut savoir quel est le champ électrique qui permet de rendre l'air conducteur. Alors quand je dis de l'air, c'est une hypothèse bien sûr, hein, parce que le personnage qui est là, on est sûr que c'est pas un humain. Bon, évidemment, c'est un acteur, on est d'accord. Mais si ce film est une scène réelle, imaginons que ce soit une scène réelle, c'est ça mon hypothèse. C'est pas un bricolage, c'est pas un film qu'on regarde là, c'est une scène réelle.
Donc c'est pas un humain. Et pourquoi c'est pas un humain? C'est quoi l'argument? C'est écrit au début de tous les Star Wars. Il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie. Donc c'est pas un humain. Donc est-ce qu'il respire de l'air? Je n'en sais rien. Bon, on va dire de l'air parce qu'il faut dire quelque chose, mais ça pourrait être autre chose, un autre gaz. Mais on va dire de l'air. Si c'est de l'air, on se demande quel est le champ électrique pour que l'air soit conducteur. Un isolant, il n'est pas isolant absolu. Si on met un champ électrique suffisamment intense, ça finit par claquer, comme on dit. Des fois, il faut beaucoup. Alors pour l'air, c'est beaucoup. On peut le trouver, soit le faire la manip, on va pomper chez le copain, on demande au professeur de physique, on regarde dans les livres, sur Wikipédia, enfin on se débrouille. Et c'est 3,6 millions de volts par mètre. Millions de volts par mètre. Ah ah, j'ai compris l'idée. Par mètre. Donc si j'ai 1 mètre, 3,6 millions, 2 mètres, ben le double. Et combien de mètres d'éclair? Ça donne une idée. Combien de mètres d'éclair? Bon, il y a le doigt, le fait qu'il ait mis ses doigts en pointe, ça va probablement être un peu moins de volts, parce qu'il faudrait tenir compte de ça, mais ça donne déjà une idée. On veut ce qu'on appelle en physique un ordre de grandeur. C'est combien? 100 volts, 1000 volts, 1 milliard de volts. 1 milliard de volts, ça marchera sûrement, mais le minimum, on veut le minimum pour que ça se passe bien. Là, il fait des éclairs qui font quelle longueur? Ben, on peut estimer, simplement, mentalement, même sans rendre compte, on les estime à 3-4 mètres par comparaison avec la taille du personnage. Parce qu'on intègre dans notre information que c'est un personnage qui ressemble à un humain, qui doit avoir une taille d'humain mâle de base, qui doit faire 1m70 ou 1m80. 1m80 et puis la longueur des éclairs, bon, ils sont un peu en diagonale, il y a la parallaxe, il y aurait des subtilités si on voulait faire une vraie mesure. Mais ils ont l'air de faire de 2-3 fois sa taille, 2-3 fois la taille d'un humain, ça fait 4-5 mètres. On va dire 5 parce que c'est facile, 5 fois 3,6, ça fait 18. Et puis comme on ne va pas s'embêter, on peut arrondir à 20. Je vous le vends à 20 millions de volts. Et si ce n'est pas 20, c'est sans doute un petit peu moins, parce qu'il a mis ses doigts habilement. Habilement et peut-être même plus habilement qu'on ne l'imagine. Le film est mal fait, ça se voit pas bien. Mais peut-être qu'il a une manucure qui lui pose des ongles métallisés pointus. Pour que ce ne soit pas juste les doigts, mais qu'il a en plus des ongles, vous voyez, comme maintenant il y a beaucoup de jeunes femmes qui mettent, pas de jeunes femmes, des dames, qui mettent des ongles maintenant, c'est très à la mode ça. Ben, on pourrait imaginer les ongles métallisés pointus, ben, ça serait plus efficace pour faire des éclairs avec la force. Bon, après il faut maîtriser la force. Donc puis j'imagine, j'ai la manucure, je veux des ongles métallisés, je veux des ongles en cuivre pointus. Ça ferait un peu Freddy, sans doute aussi. Hein. Freddy, il a ça, Freddy Krueger. Bon bref, donc ça sera peut-être un peu moins que 20 millions de volts, mais ça va être l'ordre de grandeur, la dizaine, quinzaine, vingtaine de millions de volts. C'est pas mal quand même, hein. Ça fait beaucoup de millions de volts. Et il ne meurt pas. Mais la jeune fille non plus, elle ne meurt pas, hein, parce que je rappelle, le palais, il est fermé pour rénovation, il n'est pas fermé pour assassinat. Donc la jeune fille n'est pas morte. Plein de jeunes filles et de jeunes gens aussi ne sont pas morts. Et bien parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont isolés du sol. Le support, les élèves, mais aussi les isolent du sol, c'est des supports en céramique, et du coup, il n'y a pas de problème. Le courant électrique préfère passer par le truc le plus facile. Le plus facile, c'est le conducteur, et après 40 cm, peut-être une quarantaine de centimètres d'air, plutôt que le 1 mètre, ou le 1 mètre, quelque chose comme 1 mètre de céramique. Donc pour l'empereur, c'est pareil. Il doit avoir des semelles isolantes, parce que lui, il se déplace, l'empereur. Hein. Il n'est pas posé sur un support, il veut pouvoir se déplacer. Donc il doit avoir des semelles isolantes. Alors on peut choisir les semelles. Hein. Alors des semelles en plomb, c'est con. Enfin en métal, en conducteur en général, c'est vraiment con. Parce que justement, ça passera à travers, il va s'auto-électrocuter. C'est quand même un cas de suicide rare, l'auto-électrocution. Donc il va des semelles isolantes. Alors il les prend en ce qu'il veut, en céramique, en verre, en bois, en caoutchouc, hein, ça marche, en caoutchouc naturel, enfin en caoutchouc de chaussures. Alors s'il prend du caoutchouc, on peut se demander combien il faut de caoutchouc, quoi. C'est quoi l'épaisseur des semelles? Oui, parce que c'est intéressant ce qu'on fait là. Parce que là, on a essayé de rendre compte des apparences du monde. On dit, ce monde, j'ai compris ce qu'il fait. L'électrostatique permet de comprendre. Mais on peut aller plus loin, on peut faire une prédiction sur ce monde. Dire, alors l'empereur, pour survivre à ça, il doit forcément avoir, peut-être il a des ongles métalliques pointus, ça va l'aider. C'est pas obligatoire. Mais en revanche, c'est certain qu'il a des semelles isolantes. Alors, il suffit de demander aux fabricants, enfin non, ils ne répondent pas parce qu'ils sont un peu surpris quand on leur téléphone pour leur poser la question, mais de trouver quelque part ce qu'on appelle la rigidité diélectrique du caoutchouc. C'est à peu près 500 kV par pouce, vas-y, des pouces, on met en centimètres. Et ensuite, en kilos, c'est des milliers de volts. Et après, on dit, il faut 10 millions de volts, hein, donc beaucoup de centimètres, environ 50. Donc l'empereur, il a des semelles de drag queen, hein, littéralement, comme ça, genre 50 cm. Alors c'est intéressant parce que d'abord, c'est une prédiction sur la tenue vestimentaire de l'empereur qui explique pourquoi il a un grand manteau.
Parce que du coup, ça fait ricaner les gens. Alors ça l'énerve, il est obligé de les tuer, donc ça, c'est pas un problème en soi, mais quand tout le monde ricane en permanence, il n'en peut plus, donc autant planquer les semelles de drag queen. Par ailleurs, quand on a estimé sa taille tout à l'heure, on a dit que c'était 1m80, parce que pour comparer avec les éclairs, c'était pas très grave. Si c'est un 85 ou un 70 ou un 60, ça n'est pas très grave. Mais la taille réelle de l'empereur, elle est forcément 40 ou 50 cm plus courte que la taille qu'on lui voit. S'il a l'air de 2 mètres de haut, il fait en fait qu'un mètre 60. Parce qu'il a des semelles de 40 ou 50 cm. Bon, donc vous voyez, ça a des rétroactions. Ça veut dire que si cette taille, on pouvait la mesurer précisément dans le film, mais il faudrait tenir compte de ça. Et si on pouvait mesurer la longueur des éclairs pour être un peu plus précis, si on savait faire ça bien proprement, ben, le résultat qu'on trouve, il rétroagit. Il faudrait faire ça bien proprement, quoi. Pour pas que ce soit le bordel, pour que tu aies une bonne réponse bien cohérente. Et puis enfin, quand on fait ça, on a vraiment fait des sciences, parce qu'on a élaboré un raisonnement qui nous permet de rendre compte des apparences de ce monde supposé réel. On en tire une conséquence. Et c'est toujours ce qu'on fait quand il y a des nouvelles hypothèses en physique, il faut en tirer des conséquences, parce que c'est en allant tester ces conséquences dans le réel, par une expérience ou par une observation, qu'on va pouvoir jauger de la pertinence de l'hypothèse. Si ce qui est prétendu par l'hypothèse a des conséquences qu'on retrouve dans le réel, on dit super, bien joué camarade, on va te faire un peu confiance, tu n'as pas encore faux. On ne dit pas tu as raison, on dit tu n'as pas encore faux. Mais on va continuer à travailler pour montrer que tu as faux. Parce que si les conséquences qu'on ne trouve pas dans le réel, on ne les trouve pas plutôt dans le réel, alors l'hypothèse est fausse, il y a un problème. Alors le gars va gueuler, va dire oui mais ta femme a fait ta manip, tu diras mais t'es un guignol, c'est n'importe quoi. Bref, ça va fighter un peu, mais au bout d'un certain temps, on saura que l'hypothèse proposée n'est pas cohérente avec le réel, et donc elle est fausse. Et c'est comme ça qu'en science, on évince des propositions sans intérêt, enfin qui s'avèrent finalement sans intérêt. Par exemple, le fait que la lumière, pour se propager, a besoin d'un support, un support matériel qui s'appelle l'éther, ou qui s'appelait l'éther, et qui a été montré faux. On n'a pas besoin, la lumière peut se propager sans support matériel, dans le vide. Ça a été montré à la fin du 19e siècle. Et donc, la physique, elle progresse comme ça, et les sciences expérimentales en général. Les propositions sont rendre compte des apparences, les hypothèses rendent compte des apparences du monde, des expériences que l'on peut faire, des observations qu'on peut faire. Elles ont des conséquences aussi. Il est important de pouvoir en tirer des conséquences. Si on ne peut pas, c'est pas intéressant comme proposition. Parce que c'est parce qu'on en tire des conséquences qu'ensuite on va les vérifier ou pas dans le réel. Si on les vérifie, on dit oh, c'est pas mal ton idée. On va réfléchir encore un peu. Mais si on ne les trouve pas dans le réel, alors c'est faux. On vérifie que la manip s'est pas trompée, que les calculs ont été bons, il faut tourner un peu, c'est pas instantané, mais à la fin c'est ça, c'est comme ça qu'on évince des théories non pertinentes. Et donc ce qu'on vient de faire là, c'est exactement des sciences. J'ai une proposition, l'empereur, il doit avoir des semelles, si tout ce que je raconte est juste, si tout mon cadre de pensée est juste, l'empereur va avoir des semelles très isolantes, alors si c'est du caoutchouc c'est 50 cm, mais peut-être il a autre chose que du caoutchouc. Si je pouvais rentrer dans le film, survivre à l'expérience de observer les semelles de l'empereur, parce qu'il ne va pas être content, il va vous buter, enfin ça va être compliqué. Vous regardez les semelles, vous en prélevez un échantillon, parce que si ce n'est pas du caoutchouc, il faut savoir mesurer la rigidité électrique du machin qu'il a mis dans ses semelles. Vous mesurez l'épaisseur, vous rentrez chez vous, vous mesurez, faites ce qu'il faut, et vous dites, ah ben voilà, je l'avais bien dit, il a des semelles qui sont suffisamment isolantes, et ça se passe bien. Ou au contraire, ça ne marche pas, il y a un problème, comment je vais gérer la chose. Donc, je suis au regret de vous dire que nous venons de faire des sciences. En dépit qu'on ait appliqué cette méthode à un film de science-fiction, enfin un truc qui n'est pas, le support n'est pas des sciences. Ce qui veut dire que les sciences ne sont pas définies par leur sujet d'étude, mais par le moyen d'étude. La façon dont on pose les questions et dont on y répond. C'est ça qui va définir les sciences. Ce n'est pas le sujet, c'est la méthode. Alors maintenant, après c'est un peu d'épistémologie, vous voyez, ça rigole pas, on a fait l'épistémologie de la physique, enfin, des sciences. Alors maintenant, on va classer les Jedi. Qui c'est le plus fort? Alors, si c'était qui c'est le plus grand, ça paraît assez facile. Le vert devant, il a l'air pas le plus grand. Et le grand black, il est sans doute le plus grand. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que le grand black, il a l'air le plus grand, mais de combien? Parce qu'il faut remarquer qu'il est derrière les autres. Et que ce que je regarde, ce n'est pas la taille réelle, c'est la taille apparente. Et ce jeune homme-là, je suis au regret de vous dire qu'il a une tête qui est la taille de mon pouce. On n'y croit pas une seconde. Mais la taille apparente de mon pouce, qui est beaucoup plus près, peut être la même que la taille apparente de sa tête, qui est
plus lointaine. Et le fait qu'il y ait des gens en premier plan ou en arrière-plan, ben, le Yoda qui est devant, sa taille apparente, elle est un peu augmentée parce qu'il est plus près de moi que les autres. Alors que le grand Black qui est derrière, lui, il est un peu tassé parce qu'il est un peu plus lointain. Donc le Yoda doit être plus petit qu'il a l'air et le grand Black plus grand qu'il a l'air. Il faudrait ramener tout le monde à la même distance. Et puis, le Jedi à droite, là, avec le truc... c'est quoi ce truc noir et blanc sur la tête? C'est une partie de son corps ou c'est une coiffe de bigouden? Les Bretonnes, on ne mesure pas la taille avec la coiffe. On mesure la taille de la personne sans la coiffe. Donc, si c'est un chapeau, c'est pas la même chose que si c'est son corps. Comment je le sais? Pas facile à dire, si on ne me renseigne pas. Donc, même là, les classer par taille, il y a une incertitude et on a l'air de pouvoir faire un classement que j'appellerais qualitatif, malgré tout, en dépit des différences de distance. Le plus petit, c'est lui. Le plus grand, c'est sans doute le grand Black derrière. Celui qui a l'air énervé au milieu, les deuxièmes. Et l'autre, là, qui est penché, Obi-Wan Kenobi, il est un peu penché, alors il se penche beaucoup, pas beaucoup. Bon. Ça serait pas si facile. Vous voyez que c'est pas, même la taille, ça serait pas si facile, alors que c'est une évidence des yeux. Enfin, on le voit directement. Alors, le problème, c'est pas de les classer par taille, on veut classer par qui c'est le plus fort, au sens qui c'est qui a le plus de force. Alors, la force, on a dit que c'était un champ d'énergie. Donc, ça veut dire un truc qui remplit tout l'univers. Les Jedi, ils piochent dedans et ils font des trucs. Ça fait sens, parce que j'ai dit, l'énergie, ça mesure la capacité à faire des transformations. Alors, ils font plein de transformations. Ils soulèvent des trucs, ils font des éclairs. Ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez, où ils manipulent les esprits. Enfin, ils font plein de trucs. Ils transforment le monde en piochant dans la force. Ils ont tous accès au même stock de force, l'ensemble de l'univers. Donc, si on les classait par celui qui a le plus de force, ça n'a pas vraiment de sens. Si on avait... Imaginons qu'on mette tout notre argent en commun sur mon compte en banque. C'est plus sûr. Bon, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le plus riche que les autres? Ben non, on a tout notre argent en commun, ensemble, on est assez riche, on a de l'argent. Mais alors que là, comme on a chacun son compte en banque séparé, on peut dire, cette personne, elle a plus d'argent que cette personne sur son compte en banque. Donc là, les Jedi, on ne peut pas les classer par énergie. Parce que la force, c'est un champ d'énergie. Alors on va les classer comment alors? Ce qui va changer entre eux, c'est pas tant le stock dans lequel ils piochent que la vitesse à laquelle ils piochent dans le stock. Si on fait un compte en banque commun, je le connais lui, il dépense beaucoup, il va pomper beaucoup d'argent. Alors les gens vont gueuler, et moi alors? Donc celui qui pompe beaucoup d'argent, il va pouvoir agir grandiosement, parce qu'avec tous ensemble, je suis sûr qu'on a plein d'argent. Bon, il y a quelques étudiants fauchés là, mais on va s'arranger. Il y a des bourses. Donc, celui qui pioche beaucoup, il va soutirer beaucoup d'argent et les autres vont soutirer. Donc lui, il pourra faire plein de trucs, il ira faire des vacances super luxueuses pendant que les autres seront là à étudier à l'université d'Orléans en mangeant des kebabs. Alors qu'ils ont le même grand stock d'argent. C'est un peu ça, non? Vous voyez, je connais la vie d'étudiant. Moi-même, il y a longtemps, ce n'était pas les kebabs, mais c'était un peu l'idée aussi. Et donc, l'idée, c'est pas tant le stock, donc l'énergie dont ils disposent, que la vitesse à laquelle ils piochent dedans. Et la vitesse à laquelle on pioche dans l'énergie, la vitesse de l'énergie, en physique, ça s'appelle la puissance. Et ça s'exprime en watts. Donc pour comparer les Jedi, on ne va pas comparer le stock d'énergie immense, la force qui remplit l'univers, mais on va comparer les watts. Le rythme auquel ils piochent dans la force pour faire des transformations. Un Jedi qui pioche vite, il aura une grande puissance, et il fera des transformations nombreuses et rapides, parce qu'il piochera vite. Un Jedi qui pioche lentement dans la force, il fera des transformations peu importantes et lentes. Exactement comme nos machines, dont les puissances s'expriment aussi en watts. Donc maintenant, la question pour classer les Jedi, les classer, alors qualitativement, on peut dire le petit vert, il est pas mal. Le grand Black, il n'est pas mauvais non plus, hein, attention, il résiste à l'empereur, donc il n'est sûrement pas mauvais. Pour celui du milieu, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne dis pas qui c'est, mais il est très fort. Celui à gauche, il n'est pas mauvais, c'est son enseignant, mais, et c'est ça la grande gloire que doivent avoir les enseignants, les étudiants doivent dépasser les enseignants, donc à la fin, il est quand même moins fort. Donc ce ne serait pas facile de les classer qualitativement, mais le petit vert, c'est le plus fort, le grand Black, il est pas mal,
mais en dessous du petit verre, juste sous le petit verre, il y aurait celui du milieu, et puis il y a le gars à la barbe un peu entre le grand black et le 1. Et après les deux autres, on ne sait même pas, parce que ceux-là, on les a jamais vus à l'action. Donc ceux-là, on ne saurait même pas les classer. Hein? Tu les as vus, toi? Bon, donc il n'est pas très fort. Bon, enfin, il est quand même plus fort que nous. C'est un Jedi. Donc lui, il est vraiment en dessous des autres. Voilà, il se fait en dessous des autres. Bon. Donc, il faudrait pouvoir les classer quantitativement. Dire Yoda, combien de watts? Hein? Voilà la question intéressante. C'est pas l'empereur combien de volts, c'est Yoda combien de watts. Bon, ben on y va. Alors avant de commencer par Yoda, on va commencer par Skywalker. Skywalker, combien de watts? Alors il suffit de regarder cette scène. Il faut trouver donc là-dedans, quand on se pose cette question légitime, on a le droit de se poser cette question, eh bien on essaie d'y répondre avec les données qui sont disponibles. Parce qu'on pourrait inventer des trucs, mais ce n'est pas le but. Le but c'est de faire un raisonnement à partir des données primaires. Pas les trucs, les bouquins, non, les films. Vous avez les 9 DVD de Star Wars, poum, et vous vous démerdez avec ça. Et là, il faut extraire de l'information de ça, les données primaires, les données de source. Bon, ben, je trouve cette scène. Donc, il n'y a pas le son, mais c'est pas grave. Il fait le malin en se mettant en arbre, sur un arbre droit, enfin à l'envers, pour soulever 2 caisses sans les toucher, 2 grosses caisses, et puis il soulève aussi un robot. Vous vous rappelez de ça sur Dagobah quand il s'entraîne, pour maîtriser la force. 2 grosses caisses et un robot. Bon, ben là, c'est pas compliqué de calculer la puissance de ça. La puissance pour soulever un objet, c'est quelle énergie il a fallu pour le soulever, divisé par la durée que vous avez mis pour le soulever. La durée, c'est facile. Puis on voit dans le film, c'est 2 ou 3 secondes. L'énergie qu'il a fallu, ça dépend de 3 choses. La masse que vous avez soulevée, la hauteur dont vous avez soulevé, et l'intensité du champ de pesanteur. Si la planète a une pesanteur importante, bah, ça va être lourd. Quand on soulève un objet qui est lourd, il ne faut pas dire « Dieu que cet objet est lourd ». Il faut dire « Dieu que la Terre a un champ de pesanteur important ». Parce que si vous étiez sur la Lune, le même objet, la même masse, 200 kg par exemple, sur la Lune, le poids serait 6 fois moindre, pas les 200 kg. La force avec laquelle la Lune le tire vers son centre, le poids, serait 6 fois moindre parce que la gravité lunaire est 6 fois moindre que celle de la Terre. Et donc les 200 kg, vous les soulèveriez sans doute sans trop de problème. Quand on voit les gars en scaphandre sur l'évolution des missions Apollo, le gars plus le scaphandre, c'est 200 kg. Et ils font des petits bonds de lapin pour se déplacer, parce que marcher n'était pas très facile, donc ils faisaient des petits sauts comme des lapins. Vous, on vous prend, n'importe qui, on vous dit tu fais 80 kg, bon, c'est déjà beaucoup. Et on te fout 120 kg sur le dos, sur Terre, on dit vas-y saute, on sent bien que ça va pas être facile, quoi. Mais sur la Lune, ils s'arrivaient à le faire, sans trop de problèmes. Parce que la gravité lunaire, 6 fois moindre que celle de la Terre, permettait aux muscles humains, entraînés avec la masse d'un astronaute habituel sur Terre, de soulever les 200 kg et de les faire sauter sur la Lune. Donc là, il faut faire une hypothèse sur la gravité de Dagobah. Alors on ne sait pas, donc on va dire c'est comme la Terre. Ça ressemble au Jedi, qui n'est pas un humain, mais qui ressemble pas mal à un humain, comme il faut reconnaître. Il se déplace naturellement. Donc on va dire, c'est comme un humain, la gravité c'est en gros celle de la Terre. C'est une hypothèse. Et puis il soulève 2 grosses caisses. Je ne sais pas combien elles pèsent ces grosses caisses. À un moment donné, on les voit les manipuler un peu avant. Il les soulève bien. Enfin, il sent que c'est un peu lourd, mais c'est des caisses qui font peut-être, je sais pas, comme une grosse caisse à outils, peut-être 25 kg, 30 kg. Et puis il soulève un robot. Alors R2D2, on peut essayer d'estimer sa masse, on peut faire une petite réflexion là-dessus. Je vous le vends à 150 kg. C'est peut-être 200. Je vous vends l'ensemble à 200 kg. Il soulève 200 kg. Si vous me dites que vous avez un argument pour me dire que c'est 300 kg, je serais d'accord avec vous. C'est pas une tonne qu'il soulève, on est d'accord. Mais c'est pas non plus 20 kg. Il soulève une bonne masse. 200 kg. 200 kg de 2 mètres, à peu près 2 mètres. Sa taille, quoi, à l'envers avec les bras tendus. 200 kg de 2 mètres contre la gravité de la Terre en 2 secondes, ça fait 1000 watts de puissance. 1000 watts. Alors si on ne sait pas ce que c'est un watt, même si on entend du watt, on sait qu'il y a des ampoules de 10 watts, avant c'était des ampoules de 100 watts, qu'une bagnole c'est tant, etc. Si on ne sait pas vraiment ce que c'est un watt, 1000 watts c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. On ne sait pas trop. Alors on peut comparer à un humain sur un vélo. Un humain tranquille sur un vélo. C'est-à-dire il essaie de pédaler pour avancer, mais pas à fond la caisse, quoi. C'est combien de watts? Vous avez une idée? Il y en a qui font du vélo, c'est 100 watts. Voilà, 100 watts. On vous met sur un vélo, on vous dit faites 100 watts,
vous êtes jeune et tout ça, même sans entraînement physique particulier, vous allez les sortir sans problème. Sans problème, vous allez dire, ouais, je peux tenir sans doute 1 heure, enfin ça va être un peu chiant, mais c'est bon, quoi. Vous allez le faire. Si je vous demande 200 watts, déjà, vous allez sentir que c'est un peu plus chaud, quoi. 300 watts, vous allez dire, vous n'allez pas vous sentir bien. 400 watts, c'est probablement pas possible que vous le fassiez si vous n'êtes pas un sportif entraîné. 400 watts, c'est ce que font les cyclistes du Tour de France quand ils montent l'Alpe d'Huez en 20 minutes. Pour vous donner une idée, pour le Mont Ventoux, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont fait le Mont Ventoux en vélo. Le Mont Ventoux en vélo, les cyclistes amateurs, est déjà de bon niveau parce qu'ils font l'ensemble de l'ascension de 600 mètres à 1900 mètres. Ils le font en 2 heures, un peu moins de 2 heures. Les amateurs déjà un peu chevronnés, un peu moins de 2 heures, ils font 200 watts de puissance pendant ces 2 heures. C'est déjà un très gros effort. Ils arrivent, ils sont contents là-haut. Quand on les voit au sommet du Ventoux, ouais, ils se prennent en photo, j'ai réussi, etc. Ils sont contents. Les cyclistes du Tour de France, ils mettent 50 minutes. 50, ils mettent 2 fois moins. Ils sont à 400 watts pendant l'ascension. Donc ça, 400 watts pendant 50 minutes, personne ne fait ça ici. Personne. Et peut-être les plus jeunes et les plus dynamiques d'entre vous feront 400 watts pendant 1 minute, quoi, à fond. Donc 1000 watts, c'est pas mal. 1000 watts, c'est pas mal. C'est ce que font les sprinteurs de Tour de France dans les 30 dernières secondes, dans un sprint final. Ils montent même jusqu'à 1800 watts parfois. Ce que font... Il y a un exercice qui est évident qui fait 1000 watts. C'est l'haltérophilie. Mais ils prennent 200 kilos, ils les prennent en bas, ils les mettent au-dessus de la tête en 2 secondes, quoi. Ils font un mouvement spécial et ils le mettent au-dessus de la tête. C'est de l'haltérophilie inversée sans toucher la barre. C'est ça l'astuce. Il ne touche pas la barre. Il regarde et la barre, elle monte toute seule, si j'ose dire. Mais il fait une performance d'haltérophile. Donc c'est puissant. C'est pas un humain lambda. C'est un humain entraîné, mais 1000 watts, les humains savent faire ça. Il y a des humains qui font ça. Donc ça reste entraîné, mais pas extraordinaire. C'est quand même... Là, la différence, quand même, il ne touche pas la barre. Ça se soulève tout seul. Alors, Yoda. Donc, dans la même scène, vous vous rappelez, dans cette scène, il y avait le vaisseau Skywalker qui était dans le marais, qui est coulé dans le marais. Ça le démoralise. Alors, Yoda lui dit, ben écoute, c'est pas compliqué. Tu viens de soulever 2 caisses et un robot. Le vaisseau, pareil. C'est pareil. Tu viens de résoudre une équation du second degré. L'équation du 7e degré, pareil. Je te dis, c'est pareil. Pas plus compliqué. Ah bon, l'étudiant, oui, tu as fait une intégrale double, intégrale triple, c'est pareil, juste 3. Bon, le gars, il n'y croit pas trop, l'étudiante, il n'y croit pas trop, il tente le coup, ça marche pas. Évidemment, il essaie, le vaisseau, boum, il retombe. Alors, Skywalker est un peu déprimé, évidemment, il pense qu'il n'a pas réussi, s'il a lâché que 1000 watts, ça marche pas. Parce que lui, ensuite, Yoda, il se met en mode professeur. Je vais te montrer la réponse à l'exercice. Allez. Ouais, il a l'air calme là, il est en mode tranquille, hein. Il n'est pas énervé. Alors là, Skywalker est un peu surpris, comme l'étudiant qui voit le professeur résoudre l'intégrale triple en 2 secondes. Il dit, ah, finalement, c'était pas si compliqué. Bah si, en fait, je soulève, là, il est vraiment serein. Je te montre la réponse de l'exercice. Tu as 0. Il soulève le vaisseau entier. Alors, à peu près la même chose, il a l'air de le soulever de 2 mètres, enfin... quelque chose comme la taille d'un humain, il le soulève assez lentement, peut-être 50 cm par seconde, donc en 2 secondes, ou 3 ou 4 secondes, il le soulève lentement, et le vaisseau, il le transporte, il le pose. Alors soulever un vaisseau, c'est pas comme soulever 2 caisses et un robot, quoi. Alors, les 2 caisses et un robot, j'ai dit 200 kg. Le vaisseau, on ne sait pas combien ça pèse, un vaisseau interstellaire, évidemment, c'est compliqué, il n'y a pas de doc là-dessus. Alors on en est réduit à conjecture, on peut comparer à un je sais pas moi, un avion de chasse. Alors, l'avion de chasse, je vous le mets à 20 tonnes. Ça peut varier, mais l'avantage de 20 tonnes, c'est que c'est 100 fois 200 kg. D'accord ? Et que 100 fois 200 kg, ça veut dire que j'ai plus qu'à multiplier par 100 la réponse que j'avais avant. J'ai pas à me casser le cul à refaire tous les calculs dans ma tête, quoi. Vous voyez, c'est malin. Et du coup, comme c'était 1000 watts, et que là, s'il soulève 100 fois plus, à peu près pareil, il doit faire 100 000 watts. Ah bah là, c'est plus fort. Là, c'est fort. Enfin, c'est puissant. Parce que 100 000 watts, c'est une voiture. 100 000 watts, c'est la puissance d'une voiture. C'est beaucoup. Le cheval vapeur, c'est 736 watts, et une voiture, c'est typiquement 120 chevaux, 130 chevaux. Donc c'est 80 kW jusqu'à plus de 100 000 watts pour une voiture. Donc là, Yoda, 100 fois Skywalker, une voiture, 100 000 watts. Alors remarquez une petite chose intéressante, d'ailleurs, vous voyez, ça permet, ces détours par la science-fiction permet de faire des petites choses marrantes. Donc Yoda, on a dit, c'est une voiture. On a dit que c'était 100 fois Skywalker.
que Skywalker c'était 10 humains, enfin 10 lambda, 10 fois 100 watts, quoi. On est sur un vélo tranquille, sans se prendre le chou, c'est 10 humains. Donc Skywalker c'est 10 humains, Yoda c'est 100 Skywalker, donc c'est 1000 humains. Et Yoda c'est une voiture. Je simplifie par Yoda, une voiture c'est 1000 humains. Bon, j'aurais pu le dire avant, hein, 100 000 watts c'est 1000 fois 100 watts et un humain c'est 100 watts. Mais là c'était plus rigolo de simplifier par Yoda. Donc une voiture c'est 1000 humains. Vous êtes sur l'autoroute à 130, 100 000 watts, il y a 1000 humains qui pédalent. Yeah. Bon, vous, ça vous arrive pas tout le temps, vous êtes fauchés, vous n'avez pas de voiture. Mais pour les gens qui ont des voitures, il faut qu'ils réalisent qu'ils ont 1000 humains qui pédalent devant eux, sauf que là, c'est une seule machine qui le fait pour eux. Donc l'énorme puissance dont ils disposent sous le pied, littéralement. Et que c'est pour ça qu'on va à fond la caisse et qu'on fait des trucs, et que si c'est 1000 humains qui pédalent, ils vont respirer, ils mettent du CO2, et que si c'est une bagnole, ben c'est pareil. Elle met du CO2. Et que aller vite et être puissant, faire des transformations rapides, ça produit plein de trucs qui sont du mouvement, ça on en veut, éventuellement rapide, mais des déchets. Et dans les déchets d'une voiture, il y a le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, et puis c'est la merde. Bon, après on ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour dire qu'on permet de comprendre, donc ça, de comparer en passant par Yoda, ou par Skywalker, qu'on dispose de machines extraordinairement puissantes, et que c'est pour ça que l'humanité, parce qu'elle dispose d'une puissance globale énorme, la puissance totale de l'humanité, c'est 20 000 milliards de watts. Toutes les machines de l'humanité, c'est 20 000 milliards de watts. Donc c'est pas étonnant qu'avec autant de puissance, elle fasse autant de transformations rapides et qu'elle agisse globalement sur la planète. Quand c'est deux types avec des haches en silex qui bricolent des trucs, avec deux nanas qui font des paniers très utiles aussi, parce que les gars, ils sont gentils d'aller buter les machins, mais à la fin, il faut les transporter. Donc les paniers, ça marche aussi. Il n'y a pas que les flèches et les arcs qui sont importants. Il y a aussi les paniers et les sacs, comme invention technique extraordinaire. Et donc, du coup, avec ça, ils font pas grand-chose. Enfin, ils font pas de chier trop. D'ailleurs, ils se font manger en général. Enfin, ils font pas trop chier le monde, quoi. Mais dès qu'on est 8 milliards et qu'on a 20 000 milliards de watts, alors on commence à mettre le bazar au niveau mondial, au niveau de la planète complète. Alors l'empereur, maintenant, on a dit Yoda 100 000 watts. L'empereur, là, quand il s'énerve, regardez la scène complète. Tu vas mourir. Il dit ça. Tu vas mourir, chien galeux. Enfin, il dit pas ça, mais paf! L'autre, il est électrisé. Il fume un peu, vous voyez. C'est normal, hein, effet Joule. L'humain, c'est 67 ou 70% d'eau. Si on fait passer un courant électrique intense dans votre corps, ça l'échauffe. Hein, ça s'appelle l'effet Joule. Quand un courant électrique traverse un conducteur, ça échauffe le conducteur. C'est d'ailleurs le principe des ampoules à incandescence. Elles sont échauffées à 1800 degrés, elles brillent. Le but n'est pas de les chauffer, le but c'est de les rendre chaudes pour qu'elles brillent en lumière visible et qu'on y voit quelque chose. Et donc là, le gars, il fume un peu, donc c'est-à-dire il a dû prendre des watts. Et effectivement, il a pris pas mal de watts, parce qu'on a dit 20 millions de volts. Et puis là, il veut le dégommer, il veut le tuer, quoi. Donc c'est quoi pour avoir les watts d'un courant électrique, la puissance d'un courant électrique? Alors je ne discute pas des détails subtils, alternatifs, continus, bon, c'est compliqué. En gros, on va multiplier les volts par les ampères, l'intensité du courant. Les volts, 20 millions de volts, donc ça va, c'est parti pour être beaucoup. Et les ampères, ça va être beaucoup. Parce que combien d'ampères dans ce courant-là, on ne sait pas trop, mais on se rappelle, oui, c'est pas un très bon souvenir, malgré tout, c'est qu'on a tué des humains par le courant électrique. Ça s'appelle la chaise électrique aux États-Unis. Et c'est documenté, et on trouve la doc technique sur le web, et c'est 5 ampères. Pour ceux qui ont fait un peu d'électricité, ils réalisent que c'est beaucoup d'ampères. Et je rappelle, les disjoncteurs différentiels qui vous évitent de mourir s'il y a un problème électrique chez vous, c'est 10 millièmes d'ampères. On considère qu'au-delà de 10 millièmes d'ampères, c'est pas une bonne idée. Donc là, je parle de 5 ampères. Donc ça rigole pas. Les gars, ils fumaient littéralement. Enfin bref, c'est une horreur. Bref, tuer des gens est une horreur, mais en plus avec l'électricité, c'est particulièrement cruel. Bref, là, si on a mis même 1 ampère, bah, c'est 20 millions de watts. 20 millions de volts fois 1 ampère, ça fait 20 millions de watts. C'est 100 fois Yoda. 200 fois Yoda même. Alors 10 millions de watts, c'est un TGV double rame à 300 à l'heure entre Paris et Lyon. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas emmerder l'empereur. Quand le TGV arrive à 300 à l'heure entre Paris et Lyon, vous ne dites pas « arrête-toi » en vous mettant devant. Boum, vous êtes dégagé. Bon ben l'empereur c'est pareil. Vous ne lui dites pas « je te déteste, je vais… » Non, il vous pulvérise en une fraction de seconde parce qu'il dispose de beaucoup de watts pour faire des transformations très importantes et très rapides. Et puis, dernière estimation qu'on peut faire dans cette scène, quelle est la puissance d'un sabre laser, cette fois-ci. Alors là, c'est beaucoup, hein, vous allez voir. Donc là, ils sont là, paf, ils plongent son sabre laser dans une grosse porte blindée, parce que de l'autre côté, il y a les deux méchants, les pas très rassurés d'ailleurs, il veut leur casser la figure. Et ça fond, regardez, la porte en métal, elle fond. Regardez, elle fond.
il fait fondre une porte blindée, quoi. Alors, combien de watts? Alors là, c'est un exercice pour étudiants. Hein. Il faut faire un tout petit peu de thermodynamique. Et bien, on se dit, de quoi ça dépend? Il faut connaître l'énergie pour faire fondre cette quantité de métal divisée par la durée. La durée, on la voit, on la chronomètre, ça prend 3 secondes ou quelques secondes. C'est pas très long. L'énergie qu'il faut pour faire fondre cette porte de métal, ça dépend de deux choses. Combien de métal et quel métal? Combien de métal, c'est la masse, et quel métal, ça va fixer la température de fusion, par exemple. Alors évidemment, c'est pas un métal à la con, genre le nobténium pas un métal inventé, quoi. Les métaux qu'on invente souvent dans les films de science-fiction, les métals indestructibles qui résistent à tout. C'est forcément, dans notre hypothèse à nous de travail, c'est une porte réelle, c'est un Jedi réel avec un objet réel qui s'appelle un sabre laser qui passe réellement. Donc c'est un métal qui est un mélange des 92 éléments de la classification périodique. Alors en général, on ne met pas les 92 à la fois, on en met un ou deux. Pour l'acier, on met du fer et du carbone, par exemple. Puis on rajoute des trucs, des fois. Si c'est du tungstène, on met du tungstène. Les températures de fusion, les chaleurs latentes, etc., tout ça, ça dépend du métal. Alors pour ne pas s'emmerder, on va prendre de l'acier, parce que c'est un métal courant, puis les valeurs sont faciles à trouver. Si on veut les chercher dans la documentation, on les trouve plus facilement quand c'est de l'acier que quand c'est un métal, pas un métal ou un alliage un peu subtil. Si c'est de l'acier, alors la température de fusion, c'est 1520 degrés Celsius, donc il faut faire passer le métal de 20 Celsius, c'est la température ambiante, mettons, à 1520. Vas-y, paye ça. Après, il faut payer un bakchis qui s'appelle la chaleur latente, vas-y, paye ça. Mais ça dépend aussi de la quantité de métal. C'est pas la même chose de faire fondre 1 kg d'acier et 1 tonne d'acier. Il y a un rapport 1000 dans la masse, donc il y aura 1000 fois plus d'énergie pour faire fondre 1 tonne que pour faire fondre 1 kg. Donc il faut estimer la masse d'acier. Alors l'acier, on sait que sa masse volumique, c'est 8 tonnes par mètre cube. Vas-y, le volume d'acier, maintenant, il faut estimer. Vous voyez tous les enchaînements de questions qu'on est obligé de se poser? C'est pas juste... il faut inventer toutes les questions qu'on doit se poser. C'est ça la difficulté de la physique. Alors, j'ai de la physique, mais ça révèle la chimie, la biologie. C'est pas répondre à des problèmes tout faits. Ça, c'est pour s'entraîner. Ça s'appelle les gammes. C'est pour apprendre. On devient physicien ou physicienne quand on sait, devant une question mal posée, c'est quoi la puissance d'un sabre laser, décomposer toutes les questions auxquelles il va falloir répondre et trouver des informations en les inventant, si j'ose dire, en les supposant de façon plausible, ou en les mesurant, en les calculant, en les trouvant quelque part, pour après faire un raisonnement cohérent qui donne une réponse plausible, qu'on peut présenter à d'autres, qui vont regarder comme vous, ils vont dire « Ah ben là, je suis pas d'accord, t'as dit de l'acier, mais moi je pense que c'est plutôt du je sais pas quoi, parce que la couleur, ça ressemble pas mal au tungstate de bordélium, et donc du coup, ça fait plutôt ça, voilà. » Donc il y aura des arguments qui vont être proposés pour améliorer la solution. Le raisonnement pourra rester, mais la solution va s'améliorer par comparaison avec ses pairs. Ses pairs, c'est d'autres personnes intéressées par la question et qui ont aussi des connaissances qui peuvent vous aider. Bref, là, il faut estimer le volume d'acier, si c'est de l'acier. Alors le volume, il faut rappeler, c'est un cylindre, hein, vous voyez, quand on revoit ça là, on va reprendre la scène. Il plonge son sabre laser, voilà. Là, on a une idée du rayon de courbure. On peut comparer avec la taille du personnage encore, ça doit faire 1 mètre de rayon, quoi. 80 cm de rayon. La porte, là, dans l'extrait, on ne voit pas se fermer. La porte, elle se ferme, c'est une grosse porte blindée, genre Fort Knox. Fort Knox, on peut se renseigner, Tagada, l'épaisseur des portes, 27 pouces, vas-y, 1 pouce, combien? Donc, on a des portes blindées un peu sérieuses, ça fait 80 cm. 80 cm de rayon, 80 cm d'épaisseur. Vous vous rappelez évidemment du volume du cylindre. Hop, on calcule le volume en mètres cubes, 8 tonnes par mètre cube, paf, ça fait 6 tonnes d'acier. Blablabla, on met tous les nombres, on fait les calculs, on joue avec tout ça, et on divise par 3 secondes à la fin, et on trouve, alors j'ai mis les valeurs qui sont là, ouais, ça c'est pour impressionner le public, 1 gigawatt, 1 milliard de watts. Donc là, on a compris que c'était beaucoup, parce qu'on a vu déjà 100 watts, 1000 watts. Donc là, 1 milliard de watts, c'est beaucoup, c'est un réacteur nucléaire. Un réacteur, pas la centrale, qui a 2 à 4 réacteurs. Donc c'est un truc qui est gros comme ça, regardez, hein, ça ressemble étonnamment à ça, un sabre laser. Et là-dedans, il y a 1 milliard de watts, il y a un réacteur nucléaire. Le cœur du réacteur, c'est 5 mètres de diamètre, 8 mètres de haut. Hein. Ça ne tient pas dedans. Donc on comprend, les téléphones portables, c'est quelques watts de puissance. Donc on comprend que ce n'est pas des piles qu'il y a dedans. On sent bien que c'est au-delà des piles. Hein. C'est des bonnes pipiles. Donc le sabre laser est impossible. On s'en fout, on le savait déjà. Par contre, on sait, il y a plein d'arguments plus simples en plus que de calculer la puissance d'un sabre laser. C'est 1 milliard de watts. Alors quand c'est 1 milliard de watts et qu'on se dit quand même ça tient dans un tout petit truc, c'est un peu bizarre. C'est pas des piles. Mais ça marche, c'est réel. Là pour moi c'est vrai. Donc qu'est-ce que c'est un sabre laser? On pourrait avoir tendance à penser qu'un sabre laser c'est une machine où dedans je mets des piles, j'appuie sur le bouton et zou, j'ai mon sabre laser. Il est où le camarade avec le sabre laser qui avait plus les piles tout ça? Ah voilà, voilà. Et voilà, sans piles c'est la merde.
Alors en fait, le sabre laser réel, ceci est une fake news, ce sabre laser, c'est une catastrophe, il fonctionne avec des piles. Eh bien, un sabre laser pour moi, c'est quoi? C'est une machine qui transforme une forme d'énergie qu'on appelle la force, qu'on ne connaît pas, en une autre forme d'énergie qu'on appelle la lumière. Et ça, on connaît. Comme le vélo sans assistance électrique, sans batterie, est une machine qui fonctionne en transformant une forme d'énergie qui s'appelle l'énergie mécanique d'un corps humain en une autre forme d'énergie qui est l'énergie de mouvement du vélo et du gars qui pédale ou de la fille qui pédale. Donc le sabre laser n'a pas de source interne d'énergie, c'est une machine qui transforme la force en lumière. Et que pour qu'elle fonctionne, et c'est pour ça qu'il ne marche pas ton sabre, c'est qu'il faut maîtriser la force. Il faut être capable de piocher dans la force comme le font les Jedi, de mettre la force, je ne dis pas les détails techniques, évidemment, secrets, dans le sabre laser, et là le sabre laser, il transforme la force en un faisceau lumineux. Tout va bien. Donc là, ça résout le problème de c'est un petit truc qui ne contient pas l'immensité de ce que nous, il faudrait comme taille d'objet pour produire 1 milliard de watts de puissance. Ça résout le problème d'une certaine façon, techniquement. Bon, après, il faut savoir piocher dans la force, c'est notre problème. Et il y a quand même une question qui va se poser, c'est là où notre difficulté apparaît, c'est que les machines qu'on utilise sur Terre, elles ont une efficacité qui n'est pas parfaite. Un vélo converti, un vélo basique, convertit à peu près 80% de l'énergie du cycliste ou de la puissance du cycliste en mouvement. C'est pas mal. Ça, c'est les vélos basiques. Les très beaux vélos des cyclistes Tour de France, qui valent 10 000 balles pièce, en carbone, qui pèsent 3 kilos, qui sont huilés, enfin réglés aux petits poils, ils transforment 93%, plus de 90% de l'énergie du cycliste en mouvement du cycliste. Si vous avez un jour l'occasion de monter sur un très beau vélo, les vélos à 10 000 balles, littéralement. Enfin, j'ai eu cette occasion-là une fois, et mon copain qui m'a prêté ça m'a dit « Putain, tu déconnes pas avec ce vélo ». Je dis « Non, t'inquiète pas, c'est pour faire de la physique ». Imagine, au ce prix-là, il veut pas que je déconne avec. Ben, sur ce vélo, on pédale sur ces vélos, l'impression est incroyable. Réellement incroyable. Vous avez tout de suite, vous sentez que vous êtes plus rapide en pédalant pas super fort. Évidemment, si vous voulez aller vite, il faut leur pédaler comme un taré. Mais vous sentez qu'avec votre pédalage habituel, vous êtes mieux. Vous gagnez tout de suite 10% d'efficacité de conversion et ça se voit, c'est évident. Vous avez une sensation incroyable sur ces vélos, ces très beaux vélos, très coûteux, très réglés, très chiadés. Donc là, la machine qui l'utilise, elle a une efficacité de conversion de la force en lumière. 100 de force ne devient pas 100 de lumière. 100 de force devient par exemple 80 de lumière. Dans les vélos, c'est 100 de mécanique devient d'énergie de mouvement du corps humain, enfin devient mécanique du corps humain, devient 90 ou 80 de mouvement du vélo. Pour les voitures, par exemple, on parlait des voitures tout à l'heure, 100 d'essence, l'énergie chimique de l'essence devient 20 de mouvement de la voiture. 80%, ça part en chaleur, en conneries qui ne sert à rien. Donc vous voyez, l'efficacité des voitures, c'est que dalle. Une voiture électrique, 100 d'électricité dans le moteur, enfin dans la batterie, devient 80 de mouvement. La machine, voiture électrique, convertit mieux l'énergie électrique en mouvement que la voiture thermique convertit l'énergie chimique en mouvement. Bref, si ce sabre laser, qui produit 1 milliard de watts, a une efficacité absolument incroyable, qui n'existe pas dans aucune machine terrestre, de 99,9%. Autrement dit, sur 1000 d'entrées, il y a 999 en lumière et 1 millième est converti en chaleur en général. Ce qui est perdu dans les machines, ça va en chaleur par les frottements, par tout un tas de processus qui en général s'aboutissent à faire de la chaleur. Il y a 1 millième qui est converti en chaleur. 1 millième de 1 milliard de watts, ça fait 1 million de watts. 1 million de watts dans un machin gros comme ça. On peut après s'amuser, hein. Les physiciens pourront faire ça. Ça fait chaud. Je vois les physiciens de la salle qui acquiescent. Ça fait chaud. Et ça fait que la température du machin, elle est largement au-dessus de 1000 degrés. Donc le sabre laser devrait être lumineux. On l'allume et juste les pertes, même infimes, la puissance produite est tellement incroyable que juste les pertes, même infimes, suffisent pour rendre le sabre laser lumineux. Donc le gars, il ne devrait pas du tout être comme ça. Sécurité de laboratoire. Premièrement, quand on manipule un truc chaud et qu'on met ses mains près de plusieurs kilogrammes d'acier en fusion, on met des gants. D'accord, des gants un peu sérieux. Vous voyez, des gants de genre vulcanologue. On ne fait pas ça. Ça s'appelle un barbecue, je rappelle, c'en était un. Un peu de viande près d'un truc chaud, c'est un barbecue.
Et puis, on ne regarde jamais directement avec ses yeux une source de lumière intense. Il ne faut jamais regarder, c'est pas bon pour les yeux. Ça abîme les yeux. Le soleil, évidemment. Évidemment, le soleil, c'est redoutablement efficace pour détruire les yeux si on le regarde intensément, si on le regarde longuement. Donc, il faudrait qu'il ait des lunettes de protection pour qu'il n'y ait pas de projection dans ses yeux, qu'il ait des lunettes opaques, genre soudeur, pour voir à travers, et qu'il ait des gants de protection parce que son sabre laser fond, et que de toute façon la porte fond aussi, et qu'on ne met pas ses mains dans du métal en fusion. Voilà. Voilà un peu le bilan de cette scène qui donc ne marche pas. Cette scène est grotesque, si on voulait, mais on le savait déjà, mais on s'en fout. On peut en dire des choses, on pourrait s'amuser même. S'il y avait des étudiants en cinéma, j'avais proposé une fois à des étudiants en cinéma, je faisais une masterclass d'un physicien qui démonte les films de science-fiction. Ça les avait un peu surpris. Ah oui, on peut dire des trucs. Ah ben oui, on peut dire beaucoup de choses. Et ça pourrait être amusant de refilmer cette scène réellement. Ça serait complètement grotesque. Le mec arrive avec un espèce de truc de vulcanologue, avec une gueule pas possible. Il sort son sabre laser qui se met à fondre très rapidement. Donc Enfin bref, il aurait situé peut-être la main dans la porte, enfin toucher la porte avec sa main. Enfin, oui. Ouais, c'est ça. Dark Vador, mais avec tout un bord. Mais Dark Vador, c'est du tissu qu'il a encore. Il faudrait un truc genre vulcanologue, tu vois, un truc réfléchissant pour réfléchir à la lumière infrarouge des choses très chaudes. C'est pour ça que les vulcanologues, c'est brillant. Si en plus en amiante, enfin un truc qui est très, comment dire, qui a une très mauvaise conductivité thermique, enfin pour juste pas mourir, quoi, parce que c'est chaud. Il marche sur des trucs qui sont à 1000 degrés, quoi. Donc voilà. Bon, voilà. Donc vous voyez qu'on peut faire cette physique-là avec ces œuvres avec ces scènes de Star Wars, et puis apprendre, je l'espère, des choses sur la puissance, sur l'énergie, sur comment ça marche un peu le monde réel, quoi, d'une certaine façon, et puis faire une sorte de TP, enfin en physique on appellerait ça un TP, quoi. On dit ben voilà, il faut mesurer, je sais pas quoi, U égale RI, faire des manips pour essayer de comprendre les lois en mesurant des choses et en comprenant le monde qui se déroule devant vous par des expériences ou des expériences à mener correctement. Là, on est fondé seulement sur l'observation. Là, le malheur, c'est que je ne peux pas rentrer dans le film pour mesurer des choses directement. Sinon, on prend un sabre laser, on mesure sa puissance, enfin, on se débrouille pour mesurer sa puissance directement, ce serait plus simple. Là, je suis réduit à l'estimation. Alors, Tatooine, on pourrait conclure en 10 minutes pour ne pas vous épuiser complètement. Tatooine, c'est la planète à 2 soleils, on va évoquer des planètes. Donc 2 soleils, ça c'est tout à fait plausible. Il y a 60%, on estime qu'à peu près 60% des étoiles de notre galaxie sont des systèmes binaires, des systèmes à 2 étoiles. Nous, on est le soleil, enfin la planète du système solaire a un soleil. C'est plutôt pas la règle. 2 soleils, donc ça, il n'y a pas de problème. Il ressemble un peu au nôtre. L'un qui est plus rouge parce qu'il est plus bas sur l'horizon, comme quand notre soleil se couche, il a l'air un peu rougeâtre. La lumière atmosphérique, l'atmosphère plutôt diffuse la lumière bleue. C'est pour ça que le ciel est bleu. Et du coup, la lumière directe qui traverse une grande couche d'atmosphère quand le soleil est bas sur l'horizon est appauvri en bleu et donc ça rougit le soleil. Au-dessus, il a l'air un peu moins rouge. Ça a l'air d'être 2 fois notre soleil. C'est assez proche angulairement. On peut faire toute une petite enquête pour essayer d'avoir une estimation de ce que pourrait être l'orbite de Tatooine autour de ces 2 soleils. Sans doute englobe les 2 à la fois, à une distance qui la place. Alors, si on a 2 soleils et que la planète elle va recevoir, disons, en chiffre rond, 2 fois la lumière que reçoit la Terre, si c'est 2 fois le soleil, et elle a besoin d'être, pour les savants, racine carrée de 2 fois plus loin pour recevoir autant. En pratique, parce que l'intensité, le flux lumineux diminue comme l'inverse du carré de la distance. Donc si j'ai 2 fois plus de lumière, pour en recevoir aussi la source émet 2 fois plus de puissance lumineuse, pour en recevoir autant à distance, il faut que je sois racine carrée de 2 fois plus loin pour en recevoir autant que la Terre en reçoit de son unique soleil. Bon, un détail. Et ça permet de dire des choses sur Tatooine. Mais est-ce qu'on est vraiment sur Tatooine dans une scène comme ça? Ceci est une scène réelle, évidemment. On est censé être sur Tatooine. Fake news. Ben, il devrait y avoir 2 ombres s'il y a 2 soleils. Il devrait y avoir 2 ombres et on n'en voit qu'une seule. Bon, donc là, évidemment, ils ont tourné sur Terre, donc c'est compliqué de faire 2 ombres. Ils n'ont pas s'emmerder en post-production à rajouter une 2e ombre. Mais alors, en revanche, ça permet de montrer à l'inverse que ceci a donc été tourné sur Terre. On s'y attend, bien sûr, c'est un film. Mais où est-ce que ça a pu être tourné? Où est-ce que ça n'a pas pu être tourné? Est-ce qu'on peut qualifier le monde est vaste? Alors, ça n'a pas été tourné sur un océan, manifestement, ce qui élimine déjà les 2 tiers de la surface du globe. Il reste un tiers. Dans le tiers restant, il y a des endroits où cette scène ne peut pas être tournée, pour des raisons astronomiques. Elle ne peut pas être tournée à Orléans, cette scène. Les détails derrière, on s'en fout. C'est des décors, à la limite. Peut-être c'est réel, peut-être c'est dans l'ambiance réelle, il y a vraiment du sable. Mais on peut faire ça à Orléans, on amène des décors, on met du sable, et on fait un jour où il fait beau, de temps en temps, et puis hop, on tourne la scène. D'accord? On peut reproduire cette scène à Orléans. Mais, eh bien non, il y a un élément dans cette scène qui montre que c'est impossible à tourner à Orléans. Exactement.
Et pourquoi l'ombre? Exactement, l'ombre, regardez où elle est. Elle est sous les pieds des gens, sous le robot, sous les pieds. Elle est littéralement sous les gens parce que la source est haute dans le ciel, au zénith, comme on dit. Le zénith, quand on dit le soleil est à son zénith, en parlant du midi solaire, c'est une phrase qui n'était pas une phrase correcte. On dit le soleil culmine, il est le plus haut dans le ciel, il se lève vers l'est, en gros vers l'est. Là en ce moment, comme on approche de l'équinoxe, il est en train de se lever pas loin de l'est. Il culmine au sud, il est le plus haut dans le ciel quand il passe dans la direction du sud, puis il se couche vers l'ouest, en ce moment, pas loin de l'ouest. Il culmine. Le zénith, c'est la direction qui est la verticale au-dessus de la tête. C'est littéralement le point au-dessus de votre tête dans le ciel. La direction opposée, vers le bas avant vos pieds, on l'appelle le nadir. Deux mots qui viennent de l'arabe. Donc le zénith, c'est là. Le soleil est au zénith. Le soleil est à une hauteur de 90 degrés, 89 degrés au-dessus de l'horizon. En France, ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que la France n'est pas située dans la bande intertropicale. La seule façon pour que le soleil soit au zénith, c'est qu'on soit situé dans la bande intertropicale. À l'équateur, le soleil est au zénith aux équinoxes, aux limites de la bande intertropicale, au tropique du Cancer et du Capricorne, au solstice. Et c'est tout. Pour que le soleil soit comme ça, il faut forcément être dans la bande intertropicale. Donc ça élimine du terrain. Orléans, par exemple, et toute la France, et toute l'Espagne, et plein d'endroits. Donc cet endroit, on peut déjà un peu le préciser. Si maintenant on se dit, cet endroit-là, c'est une vraie ambiance, ils n'ont pas eu besoin d'importer du sable et d'importer des baraques en terre séchée. C'est comme ça, les gens du coin, ils ont ça. On a pris un village du coin. Et ben, ça réduit encore, c'est pas dans l'Amazonie, par exemple. Parce qu'on peut faire ça dans l'Amazonie aussi. Il faut couper un peu des arbres, il y a un peu de travail, mais on peut le faire aussi. Et ben, on réduit tout ça, et à la fin, on trouve que l'endroit où c'était tout, c'est-à-dire à Tataouine, alors je ne me rappelle jamais si c'est au Maroc ou en Tunisie, mais c'est impossible à me rappeler à chaque fois. Peut-être vous... Hein? C'est en Tunisie, merci. Tataouine, Tunisie, voilà, je vais me rappeler comme ça. Eh bien, ils ont tourné ça en Tunisie. Tataouine, c'est pour ça que ça s'appelle Tatooine. Que la planète s'appelle Tatooine. Donc on peut presque, on ne localise pas en Tunisie, mais vous voyez déjà toute la bande, tout le Maghreb, c'est un endroit où ça marche. Vous voyez, donc ça permet de montrer aussi que sur une enquête astronomique peut-être un peu simple, là ça ne donne pas une grande précision de résolution, mais ça évince beaucoup de régions du monde. Et on peut avec peu d'informations tirer quand même quelque chose, essayer d'extraire de l'information autant qu'on peut d'une image, même où il semble ne pas y en avoir beaucoup. Et puis pour finir, on va parler de la planète Mustafar. La planète Mustafar, c'est cette planète de lave, là où il y a le combat des Jedi, c'est l'enfer, quoi. Enfin, c'est vraiment littéralement l'enfer. Ils se battent là-dessus. Alors, ce serait compliqué à dire, est-ce qu'il y a une atmosphère respirable? Bon, bref, ils sont là, ils respirent, apparemment tout va bien. Mais de l'espace, elle a l'air comme ça. Regardez, il y a plein littéralement de lacs de lave, de roches liquides. Ça ressemble beaucoup, enfin, ça évoque en tout cas le Io, un satellite de Jupiter. Io, qui est un satellite de Jupiter, qui est assez proche de Jupiter, qui est gros comme la Lune, et à la même distance de Jupiter que la Lune de la Terre. Sauf que la Terre, elle est beaucoup plus petite que Jupiter, et les forces de marée de Jupiter sur Io vont littéralement mâcher Io. Les forces de marée de la Lune sur la Terre, ça soulève les océans, qui sont déformables, et ça fait un double bourrelet. On a ça dépend, c'est compliqué les marées, mais enfin, en gros, 2 marées par 24 heures. En tout cas, en Bretagne, ça marche. Bon, ça c'est parce que c'est liquide. L'eau, elle se soulève bien. Puis il y a les formes des côtes, ça peut soulever plus ou moins, c'est compliqué. Mais il y a aussi des marées continentales. La croûte terrestre se soulève de 30 cm. À Orléans, on peut mesurer la marée haute. Il suffit de mesurer le soulèvement de la croûte continentale, même si on peine à voir la mer d'Orléans. Donc on peut mesurer ça. Il y a un laboratoire à Bruxelles, qui est un laboratoire spécialisé dans les mesures de marée continentale, et qui fait ça à Bruxelles. Vous voyez, c'est pas le Bruxelles, quoi. La mer, on la voit pas bien non plus. Donc 30 cm, c'est la croûte terrestre. Les marées de la Terre sur la Lune, il y en a aussi. La Lune, il n'y a pas d'océan. Il y a des marées continentales, enfin des marées de croûte sur la Lune. Ça soulève la croûte lunaire de à peu près 1 mètre. Et ça fait des failles. On a vu sur la Lune, il y a des endroits où on voit des failles qui résultent du fait que, dans son évolution autour de la Terre, les marées de la Terre sur la Lune, elles écrasent, elles relâchent un peu la Lune. Et ça a fait des failles. Alors maintenant que la Lune, elle est en co-rotation, il n'y a plus rien qui se passe. Mais pendant les milliards d'années qu'il a fallu pour que la Lune tourne autour d'elle-même en même temps qu'elle met de faire une révolution autour de la Terre, ça a un peu mâché, on va dire, la croûte lunaire. Sur Io, les marées de Jupiter sur Io, ça soulève la croûte de Io de 100 mètres.
Ah, ça commence à moins rigoler. Tchac, 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 tchac. Et à force, ça fait un volcanisme. On le voit sur ces deux images. Celle-ci, elle est à gauche. Celle en bas à droite, c'est un zoom de ce qui est au milieu. On voit de ce qui est au milieu de l'image. On voit, regardez là, c'est absolument incroyable. On voit ici le panache éruptif et l'ombre du panache. Et on voit la lumière du soleil rougie par la diffusion sur les particules du poussière. Donc la lumière rouge qui passe, parce qu'elle est moins diffusée que la lumière bleue du soleil. Et puis là, on voit des éruptions, ça va à 300 km d'altitude, hein, ça rigole pas trop. La gravité de Io n'est pas très grande, comme la Lune. Alors regardez des images infrarouges de Io, infrarouges, superposées des images en lumière visible, et il y a des dizaines de volcans actifs sur Io, de volcans de roches liquides. C'est le seul endroit par la Terre où il y a des volcans de roches liquides. Il y a des volcans on appelle cryovolcanisme, c'est-à-dire le truc chaud qui sort, c'est de l'eau liquide. L'eau liquide chaude, on dit c'est une plaisanterie, quoi. C'est de l'eau à 0 degré ou quelques degrés qui sort dans de la glace où l'environnement est plutôt à moins 180 degrés. C'est sur Encelade, par exemple, un satellite de Saturne. Donc, on se dit, qu'est-ce que c'est Mustafar? Ça pourrait être une planète en train de finir de se former. Ça, c'est une possibilité. La Lune, plutôt la Terre s'est formée molle, les planètes sont formées molles par agrégation de matière. Elles sont refroidies pour les planètes les plus proches du Soleil. En se refroidissant, elles sont solidifiées. Donc, Mustafar, ça pourrait être une planète, disons, comme la Terre, qui est en train de finir sa formation, son refroidissement. Mais ça pourrait aussi être la Lune d'une planète géante. Ce n'est pas une planète, du coup. Ça devient la Lune, la satellite d'une planète géante, suffisamment proche pour que les forces de marée la travaillent un peu toniquement, parce que là, c'est plus intense que Io, ce qui lui arrive à Mustafar. Et alors, quand on n'avait que cette image-là, moi c'est tout ce que j'avais sur le DVD. Donc j'ai fait cette conférence il y a quelques années, et il y a un étudiant, c'était à Polytechnique, qui m'a dit « Mais ce que vous dites là, c'est exactement ce qu'il y a dans le Blu-ray. » Alors moi, j'ai pas de lecteur de Blu-ray, je n'ai toujours pas d'ailleurs de lecteur de Blu-ray. Il m'a dit « Ben si !» Je lui ai dit « Ah bon ?» Et quand ils ont réédité le film en Blu-ray, voilà comment ils montent Mustafar, ces cons-là. Comme j'ai dit, c'est un satellite d'une planète géante gazeuse. Donc j'avais raison. C'est pour dire que j'étais un boss. Mais non, mais c'est pour dire qu'on pouvait voir plusieurs. Quand on voyait Mustafar comme on la voyait initialement dans le DVD, il y avait plusieurs hypothèses en compétition, et en science, ça arrive tout le temps. Donc, des fois, on a plusieurs possibilités pour expliquer la même catégorie de phénomènes. Alors, il y en a qui vont préférer l'hypothèse 1, d'autres l'hypothèse 2. Ça va fighter un peu, bon. Mais chacun va essayer de détruire l'hypothèse de l'autre, et puis d'argumenter en faveur de la sienne, mais surtout de détruire celle de l'autre. Donc si on montre qu'elle est fausse, si on montre que l'hypothèse de l'adversaire, entre guillemets, elle a des conséquences qu'on ne constate pas dans l'expérience ou l'observation, alors c'est faux. Bon, l'autre va gueuler, va dire que les manips sont mal faites, enfin, bon, il y aura un peu de fight, mais essentiellement, on est certain d'une seule chose en science, c'est de la fausseté d'une théorie. Elle est fausse parce que ses conséquences sont contradictoires avec telle ou telle observation ou expérience. Pour le reste, c'est pas vrai, c'est pas encore faux. Et le pas encore faux, et ça peut être depuis très longtemps pas encore faux. C'est-à-dire on a tellement testé l'hypothèse, tellement testé, on ne l'a jamais prise en défaut, on l'enseigne à l'université, on l'enseigne en lycée, on l'enseigne au collège. C'est les trucs pas faux qu'on enseigne. Quand je dis pas faux, c'est pas dire qu'ils sont vrais, une sorte de vérité absolue. C'est les trucs qui n'ont jamais été montrés faux et qui fonctionnent, en gros, dans lesquels on a confiance. Ce qui ne veut pas dire que peut-être un jour ils ne seront pas modifiés. La gravitation de Newton a été modifiée par Einstein, et peut-être que la gravitation d'Einstein sera modifiée plus tard. Mais pour l'instant, ça fonctionne super bien, et on les garde, qu'elles n'ont jamais été prises en défaut. Alors Newton, on la garde dans un certain cadre plus restreint qu'à l'époque où Newton l'a produite, parce qu'on a réalisé qu'il y a des situations où elle n'était pas pertinente. Elle ne devient pas fausse, elle devient plus limitée. Parfois, ce n'est pas juste la fausseté qui est montrée, c'est le champ d'action devient plus restreint. Et puis Einstein devient la théorie la plus générale de la gravitation, la relativité dite relativité générale. Et puis peut-être va falloir encore élaborer mieux autour de la théorie d'Einstein, si c'est nécessaire, si on trouve un jour un défaut, quelque chose qui ne colle pas trop entre ce que prétend la théorie d'Einstein, les prédictions, les calculs qu'elle sort, et puis des observations. Pour l'instant, tout se passe bien. Et donc là, j'avais deux hypothèses en concurrence. Il y a une observation nouvelle qui s'est produite, la sortie du Blu-ray, qu'un observateur extérieur m'a dit le Hooke, je vais voir, c'est un dingue ça. Et là on voit qu'il y a une hypothèse qui est évincée et une hypothèse qui est confirmée. Et l'hypothèse confirmée, Mustafar est bien le satellite
d'une géante gazeuse, mâchée, sans doute. Oui, 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 ils ont dû... Ouais, oui, ça, de temps en temps, ils écoutent ce que disent les scientifiques, hein, bien sûr, ils font des choses. Il y a plein de films où il y a des choses assez bien foutues. Hein. Dans Avatar, par exemple, il y a plein de choses très très bien fichues. Hein. Il y a des films où il y a des choses très bien fichues, qui sont par accord avec notre réel, mais qui sont pensées. C'est-à-dire il y a quelqu'un derrière qui s'est pris la tête pour faire quelque chose qui tient la route. Et en même temps, dans un film, il y a des contraintes d'esthétique, des contraintes d'ambiance, des contraintes de ce que veut le réalisateur, du point de vue de son métier de réalisateur. Donc on le voit dans Interstellar aussi, il y a plein de choses autour du trou noir, par exemple, qui sont très très bien faites, puis d'autres qui ne sont pas du tout bien faites. Mais les contraintes, c'était aussi d'esthétique. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas vous épuiser. Voilà, un autre point de vue sur l'univers. Voilà ce qu'on a fait, un autre point de vue sur l'univers. Alors évidemment, ça, quand on voit ça, ils sont dans un vaisseau et ils voient la galaxie comme la nôtre, de l'extérieur. Donc là, c'est pas j'ai voyagé entre les étoiles en faisant quelques années-lumière, ou même dizaines, peut-être centaines. Là, si ça, c'était notre galaxie, le diamètre, c'est 100 000 années-lumière. Donc là, ils sont à 100 000 années-lumière, enfin quelque chose qui a l'air une bonne taille, quoi. Donc là, je peux vous dire, on n'est pas prêt de faire ce genre d'image comme ça. Enfin, ça va pas être facile, quoi. On n'est pas prêt de sortir de là. Et puis bon, cette galaxie, il y aurait des choses à en dire. Mais voilà, donc on a eu un autre point de vue sur l'univers, littéralement, en faisant ce détour par ces mondes imaginaires, en même temps qu'on a pu aussi, vous l'avez compris, pratiquer la physique, pratiquer les sciences, hein, en un sens très concret, presque littéral de le travail de laboratoire, évidemment sur un sujet qui n'est pas scientifique, mais c'était pour bien montrer que les sciences ne se définissent pas par leur sujet d'étude, même si ça, c'est pas évidemment, au CEA, on ne paye pas pour faire des recherches sur Star Wars, hein, je vous rassure, mais se définissent par leur méthode. C'est ça qui qualifie ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas, et c'est pas pour dire que ce qui ne l'est pas n'est sans intérêt, c'est ce qui est scientifique, c'est ce qui respecte une certaine méthode, un certain protocole, une certaine façon de travailler, et c'est ça qui permet de se faire plaisir en apprenant des choses sur le monde, en tout cas moi comme scientifique. Merci de votre attention, merci beaucoup. Et puis si vous avez des questions, je vais bien en prendre quelques-unes si je sais y répondre. Oui. Ouais. Avec 2 sabres laser. Ah oui, parce que c'est 2 gigawatts. Alors dans le film en français, ils disent des gigawatts d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'était drôle, ça fait une traduction un peu curieuse. 2 sabres laser, c'est exactement ça, c'est la DeLorean. Oui, oui, vous avez raison. C'est des unités de comparaison. Et ça, c'est intéressant, ça permet aussi de discuter en science de la question des unités finalement, parce que quand on dit unité, c'est-à-dire quand on dit une chose, il faut la comparer à une autre pour se faire une idée, parce que c'est beaucoup. Quand on dit 1 watt, 10 watts, si on ne sait pas ce que c'est 1 watt, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est en comparant. Et donc des fois d'avoir des étalons qui sont adaptés des étalons, des éléments de comparaison qui sont adaptés à la situation. Donc là, effectivement, si on veut rester purement science-fiction, on dit un sabre laser, c'est une demi-DeLorean, voilà. Alors, je voudrais revenir sur le concept de la force qu'on a vu au début, qui était dit dans le film comme une chose qui lie toutes les choses entre elles. Voilà. Mais ça pourrait pas être la théorie des cordes, ça? Alors après, on peut évoquer... Alors, à l'époque où le film était en 77, tout ça n'était pas d'actualité scientifique. Alors après, on peut essayer de trouver des interprétations, enfin, ajouter des interprétations pour évoquer, tirer une ficelle anachronique, si j'ose dire, en dehors du film, parce que le film de 77 ne pouvait pas évoquer ce genre de choses, mais ça peut évoquer en fait, l'idée de quelque chose qui remplit l'univers et qui antigravite, si j'ose dire, parce que littéralement on peut utiliser la force pour soulever des choses, plutôt que la théorie des cordes, c'est plutôt ce qui s'appelle l'énergie noire en astrophysique. L'énergie noire, c'est l'acteur dont on ne sait pas ce que c'est, mais dont on met des nombres dans des équations, ou plutôt des termes dans des équations, et qui agit pour accélérer l'expansion de l'univers. L'univers est en expansion, ça on le sait depuis 1930, enfin on le sait, on l'a compris depuis les années 30, les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres et on est capable d'estimer en gros le rythme de cette expansion, c'est ce qui s'appelle le paramètre de Hubble. Bon, c'est un peu le bordel en ce moment pour le mesurer, il y a des discussions, mais bon, il y a une expansion de l'univers et c'est ça qui a donné lieu au modèle à Big Bang. Et cette expansion, ça a été montré en 97, quelque chose comme ça, qu'elle est accélérée, alors qu'on s'attendrait, avec de la matière contenue dans cet univers observable, la matière qui a une gravitation attractive, on s'attendrait à ce que l'expansion soit plutôt décélérée. Et elle est accélérée. Donc il y a quelque chose qui joue contre la gravité de la matière de l'univers.
et qui accélère l'expansion. Cette chose-là, on ne sait pas ce que c'est. On l'appelle, faute de mieux, énergie noire. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Une fois qu'on a donné un nom, on n'a pas donné d'explication. Et cette énergie noire, elle a des propriétés, entre guillemets, antigravitationnelles, et elle remplit l'ensemble de l'univers. Donc on pourrait faire une analogie, même si elle est anachronique, du point de vue de la structure, de la construction du film, au moins quand les gens ont réfléchi à ce qu'ils voulaient mettre dans ce film en 1977, eh bien, la force, ça évoque l'énergie noire. Quelque chose qui remplit tout l'univers, qui est un champ d'énergie et qui antigravite. Alors après, la convertir en... Alors deux éléments. Le 1, c'est le convertir en je sais pas quoi, c'est pas faire du tout, évidemment. On ne sait même pas si c'est une entité qui existe et comment elle se matérialise, comment on va se convaincre que c'est une hypothèse réaliste. Pour l'instant, ça reste une hypothèse qui n'est pas contredite, mais ça ne veut pas dire qu'elle est juste. Elle est juste, pas contredite. Et ensuite, les estimations de densité d'énergie liées à l'énergie noire, pour soulever R2D2, il faut collecter l'énergie noire contenue dans un cube de 10 km de côté. Et donc on comprend qu'il faut un peu de concentration pour la force. Je me concentre pour collecter tout ce merdier et l'injecter, Dieu sait comment, sous le robot pour qu'il se soulève de 2 mètres en 2 secondes. Donc oui, on peut après jouer avec ça. On peut jouer avec ça. Alors effectivement, l'exercice, moi, il me paraît intéressant quand on peut faire ces petites enquêtes, on détermine des nombres, des watts, des mètres, des joules, ou je sais pas quoi, ou des volts. Après, tirer la ficelle très très loin, ensuite c'est faire parler le film au-delà de ce qu'il peut réellement dire. Dire pas grand-chose, ça reste un film et donc un divertissement. Mais l'idée, elle est de montrer comment on peut au moins superficiellement gratter des choses sur le film. Et après, si ce truc était un film réel, c'est-à-dire c'était vraiment un documentaire, alors on dit là c'est vrai, la force ça existe vraiment, c'est un truc, on nous affirme que ça existe, il faudrait comprendre ce que c'est. Mais là ça nécessiterait des expérimentations, de pouvoir rentrer d'aller à l'endroit où les gens ont la force, mesurer des trucs, faire quelque chose, quoi. Là du coup de prendre prise. C'est aussi ça, ce qui fait la force des sciences dans les endroits où elle peut parler, c'est qu'elle peut prendre prise sur certaines choses, faire des mesures, et puis là où elle ne peut pas prendre prise, elle dit rien. Quand il n'y a pas de moyen d'attraper le problème, elle dit rien, quoi, parce qu'il n'y a pas de moyen d'attraper le problème. Pourquoi la Joconde est belle? La physique, elle n'a pas de moyen d'attraper ça, quoi. Donc elle est belle parce qu'il y a des gens qui disent que c'est beau, d'autres qui vont dire le contraire, enfin bref. Mais il y a des questions qui ne relèvent pas des sciences expérimentales, parce qu'elles ne sont pas attrapables par la méthode qui définit les sciences expérimentales. Et donc les sciences expérimentales sont efficaces dans le champ qu'elles se sont définies, qui est attrapable par leur méthode. Donc c'est pour ça que là, dans les films de science-fiction, ce que j'attrape là par cette, appelons ça méthode pédagogique ou didactique, on attrape des choses, mais après, si on va tirer trop loin, on tombe sur évidemment quantité d'incohérences dans les films, et on tire trop loin au regard de ce que le film peut, disons, nous raconter raisonnablement, sans trop tirer sur la ficelle. Après, on peut simplement s'amuser à parler, faire un article, une conférence de vulgarisation sur matière noire, énergie noire, sur le projet Euclid de satellite européen Euclid qui a été lancé récemment, qui étudie ça, enfin, blablabla, faire une conférence scientifique habituelle, disons. Voilà. Habituelle par le sens en termes de support, voilà, de prendre des éléments de science authentiques plutôt que de la science-fiction. Il y avait une question ici et peut-être une en bas. En bas, le monsieur bleu d'abord. Peut-être j'ai vu lever la main tout à l'heure. Et après, le monsieur juste derrière. Ah. Merci, Lydie. Merci. Bonjour, monsieur Lehoux. Bonjour. Merci pour la qualité de vos conférences. On pourrait se poser plein de questions. Je pense que... Alors, moi, j'aurais bien aimé, mais je suppose que pourquoi pas une autre fois, dans une autre conférence, vous auriez pu parler du voyage supraluminique. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais il y a plein de trucs qui sont supraluminiques dans Star Wars. Hein. De toute façon, un empire galactique, si on réfléchit bien. Reprenons la question de l'empire galactique. Je coupe votre question parce que ça, c'est rigolo, la supraluminique. Si on veut un empire, je veux être l'empereur. Donc j'ai plein de sbires partout. Et s'il y a un sbire qui me casse la tête là-bas, il faut que je puisse envoyer mes troupes en un temps raisonnable. Parce que s'il peut me casser la tête pendant un siècle, en gros, il fait ce qu'il veut, quoi. L'Empire romain, il l'a tenu pour plein de raisons, d'organisation, mais aussi parce qu'il était capable de transporter. Il a été aussi grand que possible en regard des moyens de communication physique, de transport de troupes et de communication orale. Il y a un problème là-bas, il faut que l'information arrive, puis envoyer les troupes, parce qu'il était capable d'envoyer ses troupes de l'Espagne au Liban, en gros, en un mois. Et qu'il y avait Mare Nostrum, et qu'il y avait un réseau de voies, etc. Et donc il n'a pas été plus grand, parce que sinon c'était trop long et à la fin on perd les morceaux loin. Donc la taille d'un empire, elle dépend de la rapidité de vos moyens de communication. On ne peut pas être aussi grand qu'on veut. Alors quand un empire devient galactique,
bah, il faut se déplacer. D'aller d'une étoile à une autre, ça prend du temps, même à la vitesse de la lumière. Alors si vous allez d'une étoile à une autre et que votre empire fait 100 années-lumière, les étoiles à 100 années-lumière, la lumière met 100 ans pour y aller. Donc les gars, ils ont le temps de faire absolument ce qu'ils veulent avant que vous arriviez là-bas. Le seul moyen de résoudre ça, c'est d'être plus vite que la lumière. Quand les Jedi se parlent, ils se parlent comme vous et moi, instantanément. Donc évidemment, ils violent absolument toutes les lois de la relativité. Parce que sinon, ils n'ont pas d'empire. Enfin, c'est juste pas possible. S'ils disent y a un problème sur la planète Zorglub, il faut que j'aille prévenir le Conseil Jedi. Je prends mon vaisseau interstellaire qui émet 850 ans pour arriver sur Coruscant. On sent bien que ça va pas se résoudre les problèmes. Quoi. Il va y avoir des problèmes, quoi. Voilà. Donc voilà, ils ont besoin de supraluminique, c'est nécessaire pour avoir un empire, un truc de très grande taille galactique, à la taille galactique. Oui, excusez-moi, je vous ai interrompu dans votre question. Non, pas de souci. Du coup, je réfléchissais en même temps. Du coup, on pourrait tirer la ficelle de comment est-ce qu'on arrive à faire un moteur ou un système qui permette de se déplacer à une vitesse supraluminique. Bon, avec l'état des connaissances actuelles, on n'a pas. Ah mais non, alors c'est même pire que ça. C'est-à-dire que dans l'état des connaissances actuelles, il existe une vitesse maximum. Je trouve que c'est celle de la lumière, mais il existe une vitesse maximum. Ça sort de la relativité restreinte. En fait, tel que Einstein a construit la relativité restreinte, il a fait l'hypothèse que la vitesse de la lumière était une vitesse invariante par changement de référentiel. C'est-à-dire elle était la même pour tous les observateurs. Elle est 300 000 km par seconde, alors si on prend ces unités de kilomètres et de secondes, mais elle est la même pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement relatif par rapport à la source. Il a fait cette hypothèse. On n'est pas obligé de faire cette hypothèse. On peut construire toute la relativité restreinte d'Einstein sans faire cette hypothèse. Et quand on fait ça, on fait 4 hypothèses très fondamentales, d'une certaine façon, très élémentaires, au sens de la taille, c'est pas au sens de la complexité. On fait l'hypothèse que l'espace est isotrope, que le temps et l'espace sont uniformes, et que la causalité est respectée dans tous les référentiels. Si un événement est la cause d'un autre pour moi, cet événement sera la cause de cet autre pour tous les observateurs, quel que soit leur état de mouvement, quel que soit le champ de pesanteur dans lequel ils sont. Donc la causalité est préservée. On ne peut pas inverser la causalité, faire passer l'effet avant la cause par un changement de référentiel. Si on fait ces 4 hypothèses-là, alors on tombe naturellement sur la relativité restreinte et apparaît une quantité dont on ne sait pas ce qu'elle est, dont on ne sait pas l'interpréter initialement, qui a les dimensions d'une vitesse. Et cette quantité, elle a 3 propriétés qui sont liées entre elles. Elle est invariante par changement de référentiel. C'est la vitesse maximum. On ne peut pas dépasser cette vitesse dans n'importe quel référentiel. Et c'est la vitesse de propagation de l'information causale, de la causalité. C'est-à-dire pour qu'un événement soit cause d'un autre, l'information je vais te réchauffer, elle ne peut pas être plus rapide que cette vitesse, elle se propage au plus vite à cette vitesse. Et donc, il se trouve qu'expérimentalement, l'entité physique dont la vitesse a ces 3 propriétés, c'est la lumière. Historiquement, ce n'est pas comme ça que ça a été construit. Mais on pourrait reconstruire ça, ce que Lévy-Leblond appelle une refonte épistémologique, en partant des premiers principes, en déduisant la relativité restreinte dite d'Einstein, et en constatant que la lumière est l'unique acteur physique connu pour l'instant qui a les propriétés de cette vitesse qui apparaît spontanément. Et donc la vitesse de la lumière n'est pas la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est la vitesse de la lumière si je fais de l'électromagnétisme, c'est la vitesse de l'entité qu'on appelle lumière, comme la vitesse du son, ou je ne sais pas quoi. Et d'autre part, il y a une autre notion qu'on pourrait appeler, disons, constante d'Einstein, qui est une vitesse, qui est invariante par changement de référentiel, qui est la vitesse maximum, etc. Et il se trouve que, expérimentalement, la constante d'Einstein et la vitesse de la lumière sont égales. De la même façon que quand on parle de masse, il y a 2 sortes de masse. Il y a la masse inertielle, ce qui fait qu'il résiste au mouvement. D'accord ? Quand on déplace un objet, il résiste au déplacement, il résiste à une force qui agit sur lui. Et cette résistance-là, cette inertie, elle est mesurée par sa masse. Et d'autre part, un corps est source de gravitation. Et la charge gravitationnelle, comme il y a la charge électrique, il se trouve que c'est aussi la masse. Mais il y a 2 notions distinctes que j'appellerais la charge gravitationnelle, ou la masse gravitationnelle, et une autre notion qui s'appelle l'inertie. Il se trouve que ces 2 notions sont identiques localement, là, quand on voit bien. En fait, non, pas tout le temps. La masse, ou plutôt l'inertie, dépend de la vitesse, par exemple. Et la masse, non. La masse,
comme énergie au repos d'un système. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des quantités qui sont identiques, mais il faut les penser comme des notions distinctes qui se trouvent être expérimentalement identiques. Donc pour dire que il existe une vitesse qu'on ne peut pas dépasser, il se trouve que la lumière semble avoir les propriétés de cette vitesse, mais si ce n'était pas la lumière, c'était un autre truc qu'on découvre plus tard, ça ne change rien. Il existe une vitesse qu'on ne peut pas dépasser. Donc si ce n'était pas celle de la lumière, ça serait celle d'un autre truc. À une époque, on a imaginé, des gens ont pensé que le neutrino se déplaçait plus vite que la lumière. Oh, Einstein a tort. Non, camarade, tu n'as rien compris. Einstein n'a pas tort. Il existe une vitesse limite, ça aurait été la vitesse du neutrino, dans telle condition. Et c'était plus celle de la lumière. Ça ne changeait rien à la relativité restreinte, c'est simplement l'entité physique qui montrait la vitesse en question n'était plus la lumière, c'est un autre truc. Bon, il se trouve que c'était faux après. C'était un bug expérimental. Il y avait une erreur de calibration. Donc pour dire qu'il existe une vitesse maximum, ça c'est intrinsèque à la relativité restreinte, et c'est utile après dans la relativité générale. Donc on ne dépassera pas la vitesse de la lumière. Alors en relativité générale, on vous dira localement. Mais vous pouvez regarder un truc loin là-bas qui se déplace et avoir l'impression de là où vous êtes qui va plus vite que la lumière. Mais il ne va pas localement plus vite que la lumière. Vous le regardez et vous avez l'impression dans votre référentiel qu'il va plus vite que la lumière. Donc il faut faire attention à ce petit plot twist-là de qui parle. Peut-être que je dis qui parle, quel observateur parle. Localement, vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière. Il existe une vitesse limite. Il se trouve que c'est celle de la lumière. Donc on n'ira pas plus vite que la lumière, ou plus vite que la vitesse limite, quelle qu'elle soit. Après, on peut donner l'impression à des gens lointains d'aller plus vite que la lumière. Ça existe déjà. Il y a des sources astrophysiques. On a mesuré des jets dans certains types d'objets qu'on appelle des quasars, des jets de matière qui semblaient aller plus vite que la lumière. Et on s'est rendu compte que c'est dû à des aberrations, comme on dit, relativistes. Du fait que le jet était quasiment dirigé vers nous, avec un angle très petit, et que les mesures qu'on faisait, il fallait les corriger, parce que le jet était effectivement très proche de celle de la lumière. Typiquement, le premier jet, c'était le quasar 3C273, qui allait à 92% de la vitesse de la lumière vers nous. Presque vers nous, pas tout à fait vers nous, et que quand on mesurait la vitesse en disant il s'est déplacé de ça pendant une certaine durée, puis il a fait ça, puis il a fait ça, il fallait tenir compte de corrections relativistes qu'on a pu corriger, et après on a compris qu'il allait évidemment pas plus vite que la lumière, mais que l'impression qu'il donnait, c'est d'aller plus vite que la lumière. C'était 6 fois plus vite que la lumière, c'était tonique. Donc c'était pas un peu plus vite. Et après, pour aller plus vite vu de loin, il y a des moyens de faire ça. En relativité générale, il y a des moyens de faire ça. Effectivement, de donner l'impression à un observateur lointain que votre déplacement est plus rapide que celle de la lumière. Lui, il va mesurer, vous allez plus vite que la lumière. Mais vous n'allez pas plus vite. Voilà. Donc, vous êtes foutu, pour dire le résumé. À la fin, on est foutu. Ou alors, ça veut dire qu'il faut déblayer complètement la théorie d'Einstein, mais complètement. Alors que par ailleurs, elle a des prédictions parfaitement vérifiées. Donc, ça veut dire qu'elle a une once de quelque chose qui a l'air intéressant, important. Elle est extrêmement bien vérifiée dans toutes ses prédictions. Il n'y a rien, on n'a vu aucune observation en contradiction avec elle. Ça ne veut pas dire qu'elle est la théorie finale, ultime, bien sûr, de la gravitation. Mais en tout cas, elle sera sans doute peut-être incluse un jour dans une théorie plus large. Et la relativité générale d'Einstein deviendra une théorie subalterne d'une théorie plus large, comme la gravitation de Newton est une théorie, disons, subalterne, un cas limite de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc pour l'instant, on est foutu. On n'ira pas plus vite que la lumière et c'est mort. Mais vous, alors, non. Mais par contre, vous, si vous montez dans un vaisseau très rapide et que vous allez sur l'étoile Zorglub là-bas à 100 années-lumière et que vous avez fait ça avec une bonne accélération bien tonique, vous pouvez y arriver en une durée que vous mesurez dans votre vaisseau qui est beaucoup plus courte que celle que mesurent les collègues restés sur Terre. Et vous mesurez un voyage de 10 ans. Donc, vu votre âge, vous arriverez parfaitement vivant, modulo que vous avez la bouffe, que vous ne devenez pas fou, enfin, tout un tas d'autres problèmes, tout un tas d'autres détails techniques, mais vous arrivez en 10 ans là-bas, quand sur Terre, il se sera peut-être passé 100 ou 200 ans. Donc, vous pouvez survivre à un voyage interstellaire. Mais le faire plus vite que la lumière, non. Vous ne le ferez pas plus vite que la lumière. Vous le ferez au mieux, à epsilon près celui de la lumière. Donc, s'il y a 200 années-lumière, pour les humains qui vous regardent voyager, ça sera au mieux 200 ans. Mais vous pouvez avoir l'impression qu'il s'est écoulé 10 ans ou 5 ans. Ça va dépendre de votre plan de vol. Voilà, encore une question. Derrière, voilà. Merci, monsieur.
Non, c'est par rapport aux armes, les pistolets. Je sais pas Ah si ouais, on les peut dire. blasters là, ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est des trucs bizarres là. Voilà. Ils tirent des morceaux de lumière comme Ben ça. voilà, c'est ça que je voulais. Est-ce que c'est est-ce que c'est ouais, possible, ça veut faire un ça, truc, mais oui, bien sûr, parce que la lumière finalement, quand on réfléchit bien, elle se déplace qu'à 300 000 km par seconde. C'est pas mal. Ça veut dire 30 cm par milliardième de seconde. Donc si vous ouvrez, tchic-tchac, vous êtes dans le noir complet. Vous ouvrez tchic-tchac, alors vous ne faites pas à la main que vous faites ça. Un truc qui laisse passer la lumière et qui referme derrière. Pendant 1 milliardième de seconde, il y a 30 cm de lumière qui sont sortis, quoi. D'accord, donc c'est en gros ce qu'on voit sortir du blaster. Alors le problème, donc tchic-tchac, il faut le faire un peu tonique. Hein, c'est ouvrir, fermer un truc en 1 milliard de secondes, il faut tout petit peu réfléchir. Mais on sait faire ça, enfin on sait faire des impulsions laser, et beaucoup plus courtes que ça. Hein. Donc tchic-tchac, on sait le faire. Hein. Donc, mais voilà, c'est pas en levant la main, évidemment. Et donc, il y a 30 cm de lumière qui se déplace. Mais il se déplace comme ça, mais la lumière, pourquoi on la voit? Parce qu'elle rentre dans notre œil, évidemment. Bon, si le 30 cm il se déplace comme ça devant vous, vous ne le voyez pas, parce que la lumière, elle va par là. Elle ne va pas par là, elle va par là. Et donc, le blaster, le problème, c'est pas tant qu'il est 30 cm de long. Bon, il y a peut-être un tchic-tchac qui envoie une impulsion de... Bon. Mais c'est surtout qu'il éclaire sur le côté. On le voit. On ne devrait pas le voir. Comme le sabre laser, là, on le voit, ce con-là. Si c'était un vrai sabre laser qui envoie la lumière, le laser, la lumière, elle est quasiment monodirectionnelle. Pas tout à fait. Ça fait un petit cône très fin qui a une ouverture très petite, mais il va dans une seule direction. Un sabre laser, si vous prenez les pointeurs laser verts, par exemple, qui sont assez lumineux, quand ils touchent le mur, là, paf, ça fait un beau spot bien lumineux. Vous mettez dans le noir complet, vous l'allumez devant vous, vous ne mettez pas dans votre œil, c'est pas une bonne idée, vous l'allumez devant vous, il y a le faisceau qui est comme ça, vous ne le voyez pas, parce qu'il est comme ça. Il n'est pas comme ça, il est comme ça. Vous pouvez le voir éventuellement s'il y a un petit peu de poussière, des petits machins qui diffusent, parce qu'il y a un peu de lumière qui part sur le côté, voire carrément qui diffuse sur les molécules de l'air. Comme l'air, les particules, les molécules atmosphériques font diffuser la lumière du soleil pour le rendre bleu, là pareil, le vert va être diffusé un peu, et vous pouvez éventuellement sentir qu'il y a le faisceau, parce que ça diffuse sur le côté, mais si ça ne diffuse pas, il va tout droit. La lumière qui passe devant vous comme ça, vous ne la voyez pas. Il y a des musées scientifiques où il y a cette manip incroyable, très belle, dans une pièce complètement noire, il y a une boîte complètement noire, avec juste des toutes petites lumières comme que vous ne pommiez pas dans la pièce. Vous dites la boîte elle est noire, vous mettez votre main dans la boîte et là, paf, votre main elle est super brillante, quoi. Parce qu'il y a de la lumière dont les sources sont bien cachées, qui passe devant vous horizontalement comme ça. Vous ne voyez rien parce que la lumière va comme ça et pas comme ça. Et vous mettez votre main dedans, évidemment, ça diffuse la lumière, la lumière qui frappe votre main. Et là vous êtes saisi par il y avait plein de lumière en fait, mais vous ne la voyez pas parce qu'elle ne rentrait pas dans votre œil. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, le sabre laser, on ne devrait pas le voir, et les blasters non plus. Et peut-être qu'ils font des trucs de 30 cm, ça me va, mais on ne devrait pas les voir. Mais est-ce qu'il pourrait avoir un impact oui, bien sûr. Ah, bien sûr. La lumière, ça peut... Bien ça sûr. peut impacter, La lumière, c'est de l'énergie. Donc, il en faut quand même une bonne intensité pour qu'il se passe quelque chose, mais bien sûr, bien sûr. Si on vous éclaire, si on vous met devant une lampe de phare, la lampe de phare, au lieu de la voir à 30 km, vous êtes devant la lampe de phare, vous allez sentir que vous êtes devant une lampe de phare. Hein. La lumière, ça va vous faire quelque chose, quoi. Le soleil, quand il y a du soleil qui fait chaud, il fait chaud parce que l'air est chaud. Mais aussi, il fait chaud parce que vous recevez la lumière du soleil, 1000 watts par mètre carré, quand tout se passe bien, enfin 800 watts par mètre carré en plein été à Orléans. 800 watts par mètre carré, vous dites, c'est bon, quoi. On les sent. Là, ici, vous êtes en pull noir comme ça, vous les sentez parce que ça absorbe bien, vous le sentez bien avec votre pull, là, vous sentez bien qu'il fait chaud, quoi. Donc la lumière, ça rigole pas trop. Hein. 1000 watts par mètre carré, ça fait rapidement chaud. Voilà. Et donc, si on a des trucs qui sont beaucoup de watts par mètre carré, ça peut faire des dégâts au contact. Alors le malheur, c'est qu'il y avait des armes, imaginez, des armes de laser. Vous dites, ouais, il y a des méchants là-bas, je prends mon tank avec un truc laser et paf, je tire, ou sur le missile, ou Dieu sait quoi, ou sur l'avion. C'est un peu compliqué. Parce que la lumière, s'il a une grande intensité, elle va aussi modifier le milieu dans lequel elle se propage. L'air, elle va le chauffer et ça va faire diverger le faisceau. Et si le faisceau diverge, si le faisceau est bien collimaté, toute l'énergie reste sur la surface du faisceau. Mais si le faisceau il se met à diverger comme ça étale l'énergie et ça rend moins de watts par mètre carré à l'arrivée. Et puis à l'arrivée, le truc il réfléchit la lumière, il en absorbe un peu. Et puis le truc il bouge. Et donc il faut le suivre. C'est compliqué. Donc si on veut avoir des bons impacts, il faut que ça ne bouge pas. Par exemple, dans la découpe laser industrielle. Vous avez un laser infrarouge qui découpe des plaques d'acier de 5 cm comme ça. Comme ça, comme ça. Qui découpe des plaques d'acier de 5 cm avec de la lumière. Donc on sait faire.
Mais vous voyez que l'acier, il ne se barre pas, il est bien tenu. On le déplace gentiment et puis on le vise bien, quoi. On a tout ce qu'il faut. Mais il y a eu des armes laser qui ont été imaginées. Ça peut servir à aveugler. Maintenant, les lasers, ça sert aussi pour les milis, ça sert à l'aveuglement. Si vous êtes tranquille en train de vous balader, vous regardez, puis il y a un gars qui vous éclaire avec un laser assez intense, vous êtes aveugle. Salut, camarade militaire. Maintenant, essaie de te battre. Mais ça, il y en a qui font ça. Enfin, c'est jouable. Donc, oui, la lumière, c'est l'énergie. Il ne faut pas en mettre trop sur les yeux. Et pas trop n'importe où, d'ailleurs. Pas trop n'importe où. D'ailleurs, dans les plaques dites vitrocéramiques, en fait, c'est la matière qui est vitrocéramique. En dessous, c'est les radiants, les plaques radiantes, où il y a un gros machin rouge en dessous. Donc, pas les plaques à induction. Hein. Le gros machin rouge en dessous, c'est une lampe. C'est une lampe. Hein. C'est juste une lampe. C'est une super lampe halogène. Avec des gros câbles électriques. On fait passer beaucoup de courant électrique et ça chauffe bien toniquement. Et on met la casserole dessus, ça la chauffe. Vous voyez, donc la lumière, c'est de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Les satellites, là, pour conclure, parce que là, on n'en sort plus, sinon on va tous mourir. Mais les satellites, pas le satellite, la sonde Parker, le Parker Solar Probe et l'autre sonde solaire, 2 sondes qui vont se mettre en orbite proche autour du Soleil. Dont l'une va avoir un périhélie, une orbite qui sera elliptique, qui va passer à 6 millions de kilomètres du Soleil. C'est extraordinairement proche du Soleil. Elle reçoit plus de 10 000 watts par mètre carré. La sonde, son bouclier, elle a un bouclier énorme, juste pour ne pas fondre. Et la température du bouclier, ça monte à 1800 degrés. Dans les parties les plus lointaines, et la pointe, c'est un truc de fou, quoi. Donc, la lumière, ça rigole pas. Il faut faire attention. Il y a plein de trucs qui rigolent pas, mais la lumière non plus. Bon, voilà. Merci à vous pour vos questions. Merci pour votre présence. Et bonne soirée. Et vive la physique, il faut bosser la physique. Hein. Mais pas là pour rigoler.